Une fille timide consulte un gynécologue. Étonnamment, son médecin est un jeune milliardaire. Élodie Moreau fixait nerveusement l'horloge murale de la salle d'attente, ses doigts pianotant un rythme irrégulier sur son sac à main. Encore 5 minutes avant son premier rendez-vous chez le gynécologue. À 26 ans, elle avait toujours repoussé cette visite, intimidée par l'idée même de cette consultation. Mais les douleurs menstruelles qui l'assaillaient depuis quelques mois étaient redevenues insupportables, l'obligeant finalement à prendre son courage à 2 mains. La réceptionniste lui avait expliqué que le docteur Laurent, sa gynécologue habituelle, était en congé maternité et qu'elle serait reçue par un remplaçant. « Docteur Alexandre Valmont », disait la carte de visite qu'elle tenait entre ses doigts tremblants. Élodie soupira. Un homme, évidemment, comme si la situation n'était pas déjà assez stressante. Le cabinet médical où elle attendait ne ressemblait en rien à ce qu'elle avait imaginé. Situé au dernier étage d'un immeuble moderne du 16e arrondissement de Paris, il respirait le luxe discret avec ses fauteuils en cuir crème, ses murs ornés d'œuvres d'art contemporain et ses grandes baies vitrées offrant une vue spectaculaire sur la tour Eiffel. Chers lecteurs, si vous appréciez le début de cette histoire, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de mes récits. Votre soutien m'encourage à continuer à partager ces histoires avec vous. Maintenant, revenons à notre jeune Élodie. « Mademoiselle Moreau ?» La voix mélodieuse de la réceptionniste la tira de ses pensées. « Le docteur Valmont est prêt à vous recevoir. » Élodie se leva, lissa machinalement sa jupe plissée et suivit la femme dans un couloir au mur blanc immaculé. Son cœur battait la chamade. Elle avait envisagé maintes fois d'annuler ce rendez-vous, mais les douleurs qui la tenaillaient chaque mois l'avaient finalement convaincue de persévérer. La réceptionniste l'introduisit dans un bureau spacieux avant de refermer silencieusement la porte derrière elle. La pièce était baignée de lumière naturelle, meublée avec goût et simplicité. Derrière un bureau en bois clair, un homme se tenait debout, le dos tourné en train d'examiner une radiographie accrochée à un négatoscope. « Asseyez-vous, je suis à vous dans un instant », dit-il sans se retourner, sa voix grave et posée résonnant dans la pièce. Élodie obéit et s'installa sur l'une des chaises face au bureau. Ses yeux parcoururent rapidement la pièce, notant les diplômes encadrés sur le mur. Harvard Medical School, Johns Hopkins, des stages dans les plus prestigieux hôpitaux américains. Pour un remplaçant, ce docteur Valmont semblait avoir un parcours impressionnant. Lorsqu'il se retourna enfin, Élodie sentit son souffle se couper. L'homme qui lui faisait face était d'une beauté saisissante. Grand, athlétique, il devait avoir une trentaine d'années. Ses traits étaient ciselés comme ceux d'une statue grecque, ses yeux d'un bleu profond contrastant avec ses cheveux noirs impeccablement coiffés. Sa blouse blanche, ouverte sur une chemise bleu ciel et une cravate sobre, ne parvenait pas à dissimuler l'élégance de sa silhouette. « Bonjour, mademoiselle Moreau », dit-il en s'approchant, tendant une main ferme qu'elle serra timidement. « Je suis le docteur Alexandre Valmont. Je remplace le docteur Laurent pendant son congé maternité. » Son regard direct mais bienveillant rencontra celui d'Élodie, et elle sentit ses joues s'empourprer. Elle maudit intérieurement sa timidité chronique et cette fâcheuse tendance à rougir pour un rien. « Bonjour, docteur », balbutia-t-elle, détestant l'incertitude dans sa voix. Le docteur Valmont reprit place derrière son bureau et ouvrit un dossier, probablement le sien. Ses gestes étaient précis, mesurés, témoignant d'une assurance tranquille. « C'est votre première consultation gynécologique, c'est bien ça ?» demanda-t-il en parcourant le formulaire qu'elle avait rempli dans la salle d'attente. « Oui », admit Élodie, mal à l'aise. « J'ai toujours repoussé. » Un léger sourire apparut sur les lèvres du médecin sans une once de jugement. « Ne vous inquiétez pas, c'est plus courant que vous ne le pensez. L'important, c'est que vous soyez là aujourd'hui. » Il lui posa ensuite une série de questions sur ses antécédents médicaux, ses habitudes de vie, son cycle menstruel. Sa voix posée et son professionnalisme mirent progressivement Élodie à l'aise, lui permettant de parler plus librement de ses symptômes. Ses douleurs menstruelles intenses, associées à une fatigue chronique et des saignements abondants, pourraient indiquer plusieurs pathologies, expliqua-t-il en prenant des notes. Il faudra faire quelques examens pour établir un diagnostic précis. Il lui détailla les différentes étapes de la consultation à venir, expliquant chaque procédure avec clarté et respect, lui demandant systématiquement son consentement. « Avez-vous des questions avant que nous procédions à l'examen ?» demanda-t-il finalement. Élodie secoua la tête, surprise par le calme qui l'habitait désormais. Le docteur Valmont avait su, en quelques minutes,
dissiper une grande partie de son anxiété par son attitude respectueuse et son professionnalisme. Bien, dans ce cas, je vais vous laisser vous préparer. Vous trouverez une blouse dans la salle d'examen, dit-il en désignant une porte. Sur le côté, enlevez vos vêtements du bas et installez-vous sur la table d'examen. Prenez votre temps, je reviendrai quand vous serez prête. Il quitta la pièce, laissant Élodie seule avec ses pensées. Elle se dirigea vers la salle d'examen, son anxiété revenant au galop. La pièce était impeccable, équipée de matériel médical high-tech qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Sur un petit meuble, elle trouva une blouse d'hôpital soigneusement pliée, bien différente des versions en papier auxquelles elle s'attendait. Celle-ci était en tissu doux, presque luxueux. Tandis qu'elle se changeait, Élodie ne put s'empêcher de s'interroger sur ce médecin hors du commun. Son cabinet, son équipement, tout respirait le luxe et l'excellence. Comment un simple remplaçant pouvait-il se permettre un tel standing? Une fois installée sur la table d'examen, une légère frappe à la porte la fit sursauter. « Êtes-vous prête, mademoiselle Moreau ?» demanda la voix du docteur Valmont. « Oui », répondit-elle, sa voix à peine audible. Le médecin entra, accompagné d'une infirmière d'âge mûr au sourire rassurant. Sa présence soulagea instantanément Élodie, qui se détendit légèrement. L'examen se déroula avec un professionnalisme irréprochable. Le docteur Valmont expliquait chaque geste avant de le faire, veillant constamment à son confort. Ses mains gantées étaient douces et précises, réduisant l'inconfort au minimum. « Tout est terminé », annonça-t-il finalement en retirant ses gants. « Vous pouvez vous rhabiller. Nous discuterons des résultats préliminaires dans mon bureau. » Il quitta la pièce avec l'infirmière, laissant Élodie se remettre de cette expérience moins éprouvante qu'elle ne l'avait redoutée. En se rhabillant, elle réalisa qu'elle avait retenu son souffle pendant une grande partie de l'examen, non pas tant par gêne que par une étrange conscience de la présence de cet homme à l'aura magnétique. Quelques minutes plus tard, elle retrouva le docteur Valmont dans son bureau. Il l'invita à s'asseoir et commença à lui expliquer ses observations. « D'après l'examen clinique, je suspecte une endométriose, dit-il, son visage affichant une expression concernée. C'est une condition où le tissu qui tapisse normalement l'intérieur de l'utérus se développe à l'extérieur. Cela peut causer des douleurs importantes, particulièrement pendant les règles. » Élodie hocha la tête, partagée entre l'inquiétude d'avoir une maladie et le soulagement que ces douleurs aient enfin un nom. « Je vais vous prescrire une échographie pelvienne et un bilan sanguin pour confirmer le diagnostic, » poursuivit-il, en rédigeant une ordonnance. « Nous pourrons alors discuter des options thérapeutiques adaptées à votre cas. » Il lui tendit l'ordonnance, leurs doigts se frôlant légèrement dans le processus. Élodie sentit un frisson parcourir son corps à ce contact fugace. « Merci, docteur, » murmura-t-elle en prenant le document. « Je voudrais vous revoir dans 2 semaines pour discuter des résultats, » dit-il en consultant son agenda électronique. « Est-ce que le vendredi 15 à 17 h vous conviendrait ?»« Oui, parfait, » acquiesça-t-elle. Le docteur Valmont se leva pour la raccompagner à la porte, un geste qui la surprit. Les médecins qu'elle avait consultés auparavant se contentaient généralement d'un signe de tête. « N'hésitez pas à contacter le cabinet si vous avez des questions ou des inquiétudes d'ici là, » dit-il en ouvrant la porte. « Merci pour tout, » répondit Élodie, touchée par sa bienveillance. Alors qu'elle s'apprêtait à franchir le seuil, un homme en costume 3 pièces apparut dans l'encadrement de la porte. Grand, élégant, il dégageait une aura d'autorité naturelle. « Alex, nous avons un problème avec... » commença-t-il, avant de s'interrompre en voyant Élodie. « Oh, pardonnez-moi, je ne savais pas que tu étais avec une patiente. »« Ce n'est rien, nous avions terminé, » répondit le docteur Valmont, avant de se tourner vers Élodie. « Mademoiselle Moreau, je vous dis à dans 2 semaines. » Elle hocha la tête et s'éloigna, mais pas avant d'avoir entendu l'homme en costume murmurer. « Le conseil d'administration s'impatiente, Alex. Tu ne peux pas continuer à ignorer tes responsabilités chez Valmont Industries pour jouer au médecin. » Cette phrase énigmatique résonna dans l'esprit d'Élodie, tandis qu'elle réglait sa consultation à l'accueil. Valmont Industries. Ce nom lui était familier. Il s'agissait de l'un des plus grands groupes pharmaceutiques français, connu pour ses avancées dans la recherche contre le cancer. En quittant l'immeuble, Élodie jeta un dernier regard vers les étages supérieurs. Qui était réellement ce docteur Alexandre Valmont? Un simple médecin remplaçant ou bien plus que cela? Les 2 semaines qui suivirent sa consultation furent un tourbillon d'activités pour Élodie. Entre son travail de graphiste dans une petite agence de communication
et les examens médicaux prescrits par le docteur Valmont, elle eut à peine le temps de respirer. Pourtant, malgré ce rythme effréné, l'image du séduisant médecin ne cessait de hanter ses pensées. Un soir, alors qu'elle travaillait sur un projet urgent, sa curiosité prit le dessus. Elle ouvrit son navigateur et tapa « Alexandre Valmont » dans la barre de recherche. Les résultats qui s'affichèrent la laissèrent de bouche bée. Le premier article, publié dans Le Figaro Économie, était titré « Alexandre Valmont, héritier de l'empire pharmaceutique, fait son retour à Paris après 10 ans aux États-Unis ». La photo qui accompagnait l'article ne laissait aucun doute. Il s'agissait bien de son médecin, vêtu cette fois d'un costume impeccable, lors d'un gala de charité. Élodie parcourut l'article, abasourdie. Alexandre Valmont n'était pas n'importe qui. Héritier unique de Valmont Industries, entreprise fondée par son grand-père et développée par son père, il était à la tête d'une fortune estimée à plusieurs milliards d'euros. Après des études de médecine brillantes à Harvard et une spécialisation en gynécologie à Johns Hopkins, il avait travaillé plusieurs années dans un hôpital de Boston avant de revenir en France à la mort de son père pour prendre la direction du groupe familial. « Ce n'est pas possible », murmura Élodie en continuant sa recherche. D'autres articles confirmaient ces informations, ajoutant des détails sur sa vie. Son engagement philanthropique, notamment dans la recherche médicale pour les maladies affectant les femmes dans les pays en développement, sa réputation de patron exigeant, mais juste, son statut d'éternel célibataire malgré les nombreuses prétendantes attirées autant par sa fortune que par son physique avantageux. Un article du magazine Elle, datant de quelques mois, expliquait son choix surprenant de maintenir une activité médicale parallèlement à ses responsabilités d'entrepreneur. « La médecine est ma passion, les affaires sont mon héritage », y déclarait-il. « Je refuse de sacrifier l'une pour l'autre. » Élodie éteignit son ordinateur, l'esprit en ébullition. Son gynécologue était donc l'un des hommes les plus riches et les plus puissants de France. Cette révélation expliquait le luxe du cabinet, l'équipement de pointe et la conversation qu'elle avait surprise. Mais pourquoi un milliardaire à la tête d'un empire pharmaceutique s'embarrasserait-il de consultations gynécologiques routinières? Le jour de son rendez-vous de suivi arriva plus vite qu'elle ne l'aurait cru. Cette fois, en entrant dans l'immeuble abritant le cabinet médical, Élodie remarqua ce qui lui avait échappé lors de sa première visite, le logo discret de Valmont Industries gravé sur la plaque de marbre du hall. Dans la salle d'attente, elle était bien plus nerveuse que la première fois, non pas à cause de la consultation médicale, mais à l'idée de revoir cet homme dont elle connaissait maintenant la véritable identité. « Mademoiselle Moreau ?» La même réceptionniste que la dernière fois l'appela avec un sourire. « Le docteur Valmont vous attend. » En entrant dans le bureau, Élodie trouva Alexandre debout près de la fenêtre, contemplant la vue sur Paris. Il se tourna à son arrivée et son sourire chaleureux fit bondir le cœur d'Élodie dans sa poitrine. « Bonjour, mademoiselle Moreau », dit-il en lui serrant la main. « Comment vous sentez-vous depuis notre dernière rencontre ?»« Mieux », répondit-elle, tentant de masquer son trouble. « Les antidouleurs que vous m'avez prescrits ont été efficaces. » Il l'invita à s'asseoir et prit place en face d'elle, ouvrant son dossier médical sur l'écran de son ordinateur. « J'ai reçu les résultats de vos examens », annonça-t-il. « L'échographie et le bilan sanguin confirment mon diagnostic initial. Vous souffrez bien d'endométriose de stade modéré. » Il lui expliqua en détail ce que cela signifiait, les différentes options thérapeutiques disponibles, leurs avantages et inconvénients respectifs. Son professionnalisme était impeccable, comme lors de leur première rencontre. Élodie l'écoutait attentivement, mais une partie de son esprit ne cessait de revenir aux articles qu'elle avait lus. Finalement, incapable de contenir sa curiosité plus longtemps, elle l'interrompit. « Pardonnez-moi, docteur, mais êtes-vous vraiment Alexandre Valmont, le PDG de Valmont Industries ?» La question sembla le prendre au dépourvu. Il marqua une pause, son expression passant de la surprise à la résignation. « Je vois que vous avez fait vos recherches, » dit-il après un moment. « Oui, c'est exact. Mais ici je suis simplement le docteur Valmont. Je ne comprends pas, » poursuivit Élodie, sa timidité habituelle momentanément oubliée. « Pourquoi un homme dans votre position passerait-il du temps à faire des consultations médicales ?» Un sourire énigmatique apparut sur les lèvres d'Alexandre. « Pour la même raison que vous créez des designs graphiques, au lieu de vous contenter de diriger des projets, la passion. J'aime la médecine, mademoiselle Moreau. Aider les gens directement. Utiliser mes
compétence pour soulager la souffrance. C'est quelque chose que les réunions de conseil d'administration ne peuvent pas m'apporter. » Sa franchise la désarma. « Comment savez-vous que je suis graphiste ?»« C'est écrit dans votre dossier, » répondit-il simplement. « Profession graphiste. Je ne vous espionne pas, rassurez-vous. » Élodie rougit intensément, embarrassée par sa suspicion. « Je suis désolé, je ne voulais pas insinuer. »« Ne vous excusez pas, » l'interrompit-il gentiment. « Votre curiosité est naturelle. Maintenant, si vous le permettez, j'aimerais revenir à votre traitement. Votre santé est bien plus importante que ma vie professionnelle. » Ils reprirent leur discussion médicale, Alexandre lui proposant un traitement hormonal pour commencer, tout en évoquant la possibilité d'une intervention chirurgicale si nécessaire. Élodie acquiesçait, mais elle ne pouvait s'empêcher de le regarder différemment, consciente de cette double vie qu'il menait. À la fin de la consultation, alors qu'elle s'apprêtait à partir, Alexandre la retint. « Mademoiselle Moreau, puis-je vous demander quelque chose ?»« Bien sûr, » répondit-elle, intriguée. « Je préférerais que vous gardiez pour vous ce que vous savez sur moi, » dit-il, son regard soudain plus sérieux. « Je fais mon possible pour séparer mes deux vies, et je tiens à ce que mes patients me voient comme leur médecin, pas comme l'autre personne que je suis obligé d'être. » Il y avait dans sa voix une note de lassitude qui toucha Élodie. Pour la première fois, elle entrevit le poids que devait représenter sa position. « Je comprends, » dit-elle doucement. « Votre secret est en sécurité avec moi, docteur. »« Merci, » répondit-il avec un sourire reconnaissant. « Cela signifie beaucoup pour moi. » En quittant le cabinet, Élodie sentit que quelque chose avait changé dans leur relation. Ce n'était plus simplement un médecin et sa patiente, mais deux personnes partageant un secret. Les jours suivants, elle commença le traitement prescrit par Alexandre. Les médicaments semblaient efficaces, mais ils s'accompagnaient d'effets secondaires désagréables. Nausées, maux de tête, sautes d'humeur. Un matin, particulièrement éprouvée, elle décida d'appeler le cabinet pour demander conseil. À sa grande surprise, ce fut Alexandre lui-même qui lui répondit, expliquant que la réceptionniste était en pause déjeuner. « Ces effets secondaires sont malheureusement fréquents, » dit-il, après l'avoir écouté attentivement. « Ils devraient s'atténuer avec le temps, mais je comprends que ce soit difficile à supporter. » Il réfléchit un instant avant d'ajouter « Je pense qu'il serait préférable de vous voir pour ajuster le traitement. Seriez-vous disponible en fin de journée? Je pourrais vous recevoir après mes consultations régulières. » Élodie accepta, touchée par cette attention particulière. À 19h, elle se présenta au cabinet, étonnée de constater que la réceptionniste était déjà partie. Le docteur Valmont l'attendait seul, dans un cadre plus informel que d'habitude. « Entrez, mademoiselle Moreau », l'invita-t-il en tenant la porte. « Ou puis-je vous appeler Élodie, puisque nous sommes en dehors des heures officielles ?»« Bien sûr », acquiesça-t-elle, surprise par cette familiarité soudaine. « Et comment devrais-je vous appeler ?»« Alexandre fera l'affaire », répondit-il avec un sourire qui illumina son visage habituellement sérieux. Il l'examina brièvement, écouta en détail ses symptômes, puis ajusta sa prescription. Leur conversation dériva ensuite naturellement vers des sujets plus personnels. « Comment gérez-vous vos deux carrières ?» demanda Élodie, curieuse. « Avec difficulté, » admit-il. « Je consacre 3 jours par semaine à la médecine et le reste à l'entreprise. Mes week-ends n'existent pratiquement pas et mon entourage ne comprend pas toujours mes choix. L'homme que j'ai vu la dernière fois, mon frère aîné, Nicolas, » expliqua Alexandre. « Il est directeur des opérations chez Valmont Industries et pense que je devrais me consacrer entièrement à l'entreprise. Pour lui, ma carrière médicale n'est qu'un caprice. » « Et ce n'est pas le cas, » Alexandre secoua la tête. « La médecine était mon rêve, bien avant que je ne comprenne ce que signifiait être l'héritier des Valmont. J'ai fait mes études en sachant parfaitement que je devrais un jour reprendre l'entreprise familiale, mais je refusais d'abandonner ma vocation. Ça n'a pas dû être facile, » observa Élodie. « Mon père ne comprenait pas, poursuivit-il, son regard se perdant dans le vague. Pour lui, diriger Valmont Industries était le seul destin acceptable pour son fils. Quand j'ai annoncé que je voulais être médecin, il a menacé de me déshériter. Mais vous l'avez fait quand même. » Un sourire fugace passa sur ses lèvres. « L'avantage d'être né avec une cuillère en argent dans la bouche, c'est qu'on peut se permettre de la jeter par la fenêtre. J'avais assez d'économies pour financer mes études sans son aide. Et finalement, il s'est résigné, peut-être même qu'il a fini par être fier à sa façon. » Son expression s'assombrit légèrement. « Il est décédé l'an dernier d'un cancer foudroyant. C'est à ce moment-là que j'ai dû revenir prendre les rênes de l'entreprise. »« Je suis désolé, » murmura Élodie. «
Ne le soyez pas. Notre relation était compliquée. Mais sa mort m'a fait réaliser une chose. Je ne voulais pas avoir de regrets. C'est pourquoi j'ai insisté pour maintenir une activité médicale parallèlement à mes fonctions de PDG. Ils parlèrent encore longtemps, bien au-delà de ce qu'exigeait la consultation médicale. Élodie lui raconta à son tour son parcours, son enfance dans une petite ville de province, ses études d'arts appliquées à Paris, son travail actuel qui ne la satisfaisait pas pleinement. « J'aimerais créer ma propre agence », confia-t-elle. « Mais je n'ai ni les contacts, ni les ressources financières nécessaires. Le talent finit toujours par trouver sa voie, » dit Alexandre avec conviction. « Ne renoncez jamais à ce qui vous passionne vraiment. » Lorsqu'ils se séparèrent, près de 2 heures s'étaient écoulées. Élodie avait l'impression d'avoir découvert un homme entièrement différent de l'image publique du milliardaire ou même du médecin professionnel qu'elle connaissait. « Merci pour ce moment », dit Alexandre en la raccompagnant à la porte. « C'est rafraîchissant de parler avec quelqu'un qui me voit comme une personne normale. »« Vous êtes loin d'être normal, » répondit Élodie avec un sourire. « Mais je comprends ce que vous voulez dire. » Leurs regards se croisèrent un instant trop long pour être anodins. Élodie sentit son cœur s'accélérer, une chaleur inexplicable envahissant sa poitrine. « Je devrais y aller, » murmura-t-elle en détournant les yeux. « Bien sûr, » acquiesça-t-il rapidement, une lueur indéchiffrable dans le regard. « Prenez soin de vous, Élodie. » Dans le taxi qui la ramenait chez elle, Élodie tenta de faire le point sur ce qu'elle ressentait. Cette attirance qu'elle éprouvait était problématique à bien des égards. Alexandre était son médecin, ce qui rendait toute relation autre que professionnelle éthiquement discutable. De plus, leur monde était si différent qu'une idylle entre eux semblait relever du fantasme le plus absurde. Et pourtant, elle ne pouvait nier cette connexion qu'elle avait ressentie, cette facilité à se confier à lui, et ce regard qui semblait indiquer que ses sentiments étaient peut-être partagés. « Sois réaliste », se sermonna-t-elle à voix haute. « Les contes de fées n'existent pas dans la vraie vie. » Les semaines qui suivirent, Élodie s'efforça de se concentrer sur son travail et sa santé, tentant de chasser Alexandre Valmont de ses pensées. Le traitement ajusté semblait fonctionner, les douleurs s'atténuaient et les effets secondaires devenaient plus supportables. Elle n'avait pas revu le médecin depuis leur conversation nocturne, se contentant d'échanges téléphoniques brefs et strictement professionnels avec son cabinet. Un matin pluvieux d'octobre, alors qu'elle travaillait sur un projet important dans les locaux de l'agence qui l'employait, sa collègue et amie Camille débarqua en brandissant le dernier numéro de Paris Match. « Tu ne devineras jamais sur qui je suis tombé en feuilletant ce magazine », s'exclama-t-elle, les yeux brillants d'excitation. Avant qu'Élodie puisse répondre, Camille ouvrit le magazine à une page marquée et le posa devant elle. Un article intitulé « Les célibataires les plus convoités de France » s'étalait sur une double page, avec plusieurs photographies d'hommes en smoking lors de divers événements mondains. Au centre, un visage familier attira immédiatement son regard. Alexandre Valmont, plus séduisant que jamais dans un costume noir sur mesure, souriant poliment à l'objectif lors d'un gala de charité. Alexandre Valmont, lut Camille par-dessus son épaule. 37 ans, héritier et PDG de Valmont Industries, fortune estimée à 4,2 milliards d'euros. Toujours célibataire, malgré les nombreuses prétendantes, il partage son temps entre la direction de son empire pharmaceutique et une mystérieuse activité qu'il garde jalousement secrète. Élodie resta silencieuse, ses yeux fixés sur la photographie, incapable de détacher son regard de cet homme qu'elle connaissait désormais sous un jour bien différent de celui présenté dans l'article. « Tu te rends compte ?» poursuivit Camille, inconsciente du trouble de son ami. « Ce type pourrait acheter notre boîte comme d'autres achètent un café. Et regarde-le, en plus d'être riche, il est canon. » Murmura Élodie distraitement. « Attends, il y a un encadré sur sa vie amoureuse, » continua Camille en tournant la page. « Oh là là, écoute ça. Depuis sa rupture très médiatisée avec le mannequin brésilien Sofia Mendes il y a 2 ans, Alexandre Valmont semble avoir renoncé aux relations sérieuses. Récemment, il a toutefois été aperçu à plusieurs reprises en compagnie de la jeune et ambitieuse sénatrice Diane Mercier, alimentant les rumeurs d'une possible idylle. Une photographie accompagnait le texte, montrant Alexandre sortant d'un restaurant chic avec une femme superbe, élégamment vêtue d'une robe de cocktail rouge. Ils ne se touchaient pas, mais leur proximité et leur sourire suggéraient une certaine intimité. Élodie sentit une pointe de jalousie irrationnelle lui serrer le cœur. Que s'était-elle imaginé? Qu'un homme comme Alexandre Valmont
pourrait s'intéresser à une graphiste ordinaire et timide comme elle? La terre appelle Élodie. La voix de Camille l'attira de ses pensées. « Tu es toute pâle. Ça ne va pas ?»« Si, si, » répondit-elle en se ressaisissant. « Je suis juste un peu fatiguée. En tout cas, si tu veux mon avis, des types comme lui, c'est pas pour les filles comme nous, » conclut Camille en reprenant le magazine. « Ils vivent dans un autre monde. Mieux vaut rester réaliste et chercher l'amour à notre niveau. » Élodie hocha la tête, tentant d'ignorer la douleur sourde que ses paroles avaient provoquée. Camille avait raison, bien sûr. Le monde des milliardaires, des galas de charité et des couvertures de magazines n'était pas le sien. Et même si Alexandre s'était montré amical lors de leur dernière rencontre, cela ne signifiait rien de plus qu'un moment de complicité passagère. Cette nuit-là, incapable de trouver le sommeil, Élodie se connecta à Internet et rechercha des informations sur Diane Mercier. La jeune femme était impressionnante, diplômée de Sciences Po et d'HEC, élue sénatrice à seulement 32 ans, engagée dans de nombreuses causes humanitaires. Belle, brillante et issue d'une famille influente, elle semblait être la partenaire idéale pour un homme comme Alexandre. « Arrête ça !» se réprimanda Élodie en fermant brusquement son ordinateur portable. Elle se sentait pathétique, comme une adolescente obsédée par une célébrité inaccessible. Le lendemain matin, son téléphone sonna alors qu'elle se préparait pour aller travailler. Le nom qui s'affichait sur l'écran fit bondir son cœur. Dr A. Valmont. « Allô ?» répondit-elle, s'efforçant de contrôler le tremblement de sa voix. « Bonjour, Élodie, » dit la voix grave et familière d'Alexandre. « J'espère que je ne vous dérange pas. »« Non, pas du tout, » répondit-elle en s'asseyant sur le bord de son lit. « Je vous appelle car j'ai reçu les résultats de vos dernières analyses sanguines, » expliqua-t-il. « Tout semble évoluer dans le bon sens. Comment vous sentez-vous avec le traitement modifié? »« Beaucoup mieux, » confirma-t-elle. « Les douleurs ont presque disparu et les effets secondaires sont plus supportables. »« Excellente nouvelle, » dit-il, et elle pouvait presque entendre son sourire à travers le téléphone. « Je pense néanmoins qu'il serait bon de vous revoir pour un suivi, si vous êtes d'accord. »« Bien sûr. » Il y eut un court silence, comme s'il hésitait avant de poursuivre. « Je me demandais, accepteriez-vous de dîner avec moi ce soir ? Je sais que cela peut sembler inapproprié étant donné notre relation médecin-patiente, mais j'aimerais discuter de votre cas dans un cadre moins clinique. » Le cœur d'Élodie manqua un battement. Venait-il réellement de l'inviter à dîner? Avant qu'elle puisse analyser toutes les implications de cette proposition, sa bouche répondit d'elle-même. « Oui, pourquoi pas. »« Parfait, » dit-il, et elle crut percevoir une note de soulagement dans sa voix. « Je passe vous prendre à 20h. Envoyez-moi votre adresse par message. » Après avoir accroché, Élodie resta immobile pendant plusieurs minutes, tentant de comprendre ce qui venait de se passer. Alexandre Valmont, le milliardaire que les magazines présentaient comme l'un des célibataires les plus convoités de France, venait de l'inviter à dîner. L'homme qu'on associait à la séduisante sénatrice Diane Mercier voulait passer la soirée avec elle. « C'est pour discuter de mon cas médical », se rappela-t-elle à haute voix. Rien de plus. Pourtant, lorsqu'elle se prépara ce soir-là, Élodie prit un soin particulier à sa tenue et à son maquillage, optant pour une robe simple mais élégante qu'elle gardait pour les occasions spéciales. À 20h, précise, la sonnette de son modeste appartement retentit. Alexandre se tenait dans le couloir, vêtu d'un costume gris anthracite qui semblait avoir été taillé spécifiquement pour mettre en valeur sa silhouette athlétique. Il avait troqué sa cravate contre une chemise blanche entrouverte au col, donnant à son apparence une décontraction calculée qui le rendait encore plus séduisant. « Bonsoir », dit-il avec un sourire qui illumina son visage habituellement sérieux. « Vous êtes ravissante. »« Merci », répondit Élodie, rougissant malgré elle. « Vous n'êtes pas mal non plus. » Il rit, un son chaleureux qui dissipa une partie de la tension. « J'ai réservé dans un petit restaurant que j'apprécie particulièrement. J'espère que la cuisine italienne vous convient ?»« Parfaitement », acquiesça-t-elle en prenant son manteau. En bas de l'immeuble, une voiture avec chauffeur les attendait. Élodie hésita un instant, intimidée par ce luxe auquel elle n'était pas habituée. « Je sais que c'est un peu ostentatoire », admit Alexandre en remarquant son hésitation. « Mais c'est plus pratique pour se déplacer à Paris et puis, disons que c'est l'un des inconvénients de ma position. Les paparazzis me suivent parfois et je préfère éviter d'être vue au volant dans ces moments-là. » Cette remarque rappela brutalement à Élodie la réalité de sa situation.
Elle n'était pas simplement en train de dîner avec un médecin séduisant, mais avec une personnalité publique dont les faits et gestes étaient susceptibles d'être scrutés et commentés. Le restaurant, contrairement à ses appréhensions, se révéla être un établissement chaleureux et relativement discret. Situé dans une ruelle tranquille du Marais, il semblait être un de ces trésors cachés, connus seulement des habitués. Le propriétaire accueillit Alexandre comme un vieil ami, l'embrassant sur les 2 joues avant de les conduire à une table isolée dans un recoin intimiste. « Je viens ici depuis des années », expliqua Alexandre une fois qu'ils furent installés. « C'est l'un des rares endroits où je peux dîner tranquillement sans être constamment interrompu ou observé. » Élodie hocha la tête, comprenant soudain que la vie d'Alexandre était loin d'être aussi glamour que les magazines le laissaient entendre. Derrière le costume impeccable et la fortune colossale se cachait un homme prisonnier de sa propre notoriété. Ils commandèrent du vin et des antipasties et la conversation s'engagea naturellement, d'abord sur son état de santé, puis dérivant rapidement vers des sujets plus personnels. « J'ai vu votre photo dans Paris Match hier », avoua Élodie, incapable de retenir cette remarque plus longtemps. Alexandre grimaça. « Ah, ce classement ridicule des célibataires. Mon attaché de presse insiste pour que je participe à ce genre de choses. Relations publiques, images de marque, tout ce jargon marketing que je déteste. L'article mentionnait également votre amitié avec la sénatrice Mercier, poursuivit-elle, tentant de paraître désinvolte. Un sourire amusé apparut sur les lèvres d'Alexandre. Diane est une amie de longue date et une partenaire d'affaires. Valmont Industries soutient plusieurs de ses projets de loi sur l'accès aux soins. Mais contrairement à ce que les tabloïds adoreraient rapporter, il n'y a rien de romantique entre nous. Élodie sentit un poids se lever de sa poitrine. « Je vois. Et vous ?» demanda-t-il, son regard intense fixé sur elle. « Y a-t-il quelqu'un dans votre vie ?»« Non » répondit-elle simplement. « Je suis célibataire depuis un bon moment maintenant. Mon travail prend beaucoup de mon temps. Et puis... » Elle s'interrompit, hésitant à révéler davantage. « Et puis... » l'encouragea-t-il doucement. « Je ne suis pas très doué pour les relations, » admit-elle avec un petit rire embarrassé. « Ma timidité me joue souvent des tours. J'ai du mal à imaginer que les hommes ne se bousculent pas à votre porte, » dit-il avec une sincérité désarmante. Élodie rougit intensément. « Je crois que nous avons des vies très différentes, Alexandre. » Il acquiesça lentement. « C'est vrai. Et pourtant, je n'ai jamais ressenti autant de connexion avec quelqu'un depuis bien longtemps. » Ces mots, prononcés avec une vulnérabilité inattendue, créèrent un silence chargé d'émotions entre eux. Élodie sentit son cœur s'accélérer, ne sachant comment répondre à cette confession à peine voilée. Le serveur choisit ce moment pour apporter leurs plats principaux, rompant momentanément la tension. Ils mangèrent en discutant de sujets plus légers, films préférés, voyages, anecdotes de travail. Alexandre lui raconta des histoires de ses années d'études à Harvard et Élodie partagea ses expériences parfois comiques avec des clients difficiles. Au dessert, la conversation revint inévitablement sur le sujet qui les préoccupait tous deux. « Je sais que cette situation est compliquée, » dit Alexandre en faisant tourner distraitement sa cuillère dans son tiramisu. « Je suis votre médecin, ce qui crée déjà un déséquilibre dans notre relation. Et puis il y a tout le reste. Ma position, ma vie publique, les attentes de mon entourage, sans parler du fait que nous nous connaissons à peine, » ajouta Élodie. « Et pourtant, » poursuivit-il en levant les yeux vers elle, « je ne peux pas ignorer ce que je ressens quand je suis avec vous. Cette simplicité, cette authenticité, c'est comme une bouffée d'air frais dans ma vie. » Élodie sentit sa gorge se serrer d'émotion. « Je ressens la même chose, » avoua-t-elle. « Mais je ne peux m'empêcher de penser que c'est de la folie. Nos mondes sont tellement différents. Les mondes peuvent se rencontrer, » dit-il avec un sourire tendre. « Et parfois, les différences sont précisément ce qui rend une connexion spéciale. » Leurs mains se trouvèrent sur la table, leurs doigts s'entrelaçant naturellement. Ce simple contact envoya des frissons le long de la colonne vertébrale d'Élodie. « Que proposez-vous alors ?» demanda-t-elle, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « Pour commencer, je pense que je devrais vous référer à un autre gynécologue, » répondit-il sérieusement. « Ce serait plus éthique, étant donné la tournure que prennent les choses entre nous. » Elle hocha la tête, appréciant son professionnalisme malgré les circonstances. « Ensuite, » continua-t-il, « j'aimerais vous inviter à un gala de charité organisé par la Fondation Valmont ce samedi. Ce serait une façon de vous introduire officiellement dans ma vie. Mais je dois vous prévenir,
Une fois que nous serons vus ensemble en public, les médias risquent de s'intéresser à vous. Cette perspective fit naître une vague d'anxiété chez Élodie. « Je ne suis pas sûre d'être prête pour ça, admit-elle. Je n'ai jamais recherché l'attention. »« Je comprends parfaitement, dit-il en serrant doucement sa main. Nous pouvons prendre notre temps, avancer à votre rythme. Si vous préférez, nous pouvons nous voir discrètement pendant un moment, apprendre à nous connaître loin des projecteurs. » Sa considération la toucha profondément. « Je préférerais, oui, du moins au début. »« Alors c'est ce que nous ferons, » acquiesça-t-il avec un sourire rassurant. Pas de pression, pas de précipitation. Le reste de la soirée passa comme dans un rêve. Ils parlèrent pendant des heures, partageant leurs espoirs, leurs craintes, leurs rêves d'avenir. Lorsqu'Alexandre la raccompagna finalement chez elle, Élodie avait l'impression de flotter sur un nuage. Devant sa porte, il hésita, visiblement partagé entre le désir de l'embrasser et la volonté de respecter ses limites. « Bonne nuit, Élodie », dit-il finalement, se contentant de déposer un baiser léger sur sa joue. « À très bientôt. »« Bonne nuit, Alexandre », répondit-elle, à la fois déçue et soulagée de sa retenue. Une fois seule dans son appartement, Élodie se laissa tomber sur son lit, le cœur battant la chamade. Elle venait de passer la soirée la plus extraordinaire de sa vie avec un homme qui semblait tout droit sorti d'un roman. Une partie d'elle craignait de se réveiller le lendemain pour découvrir que tout ceci n'était qu'un rêve. Une autre partie redoutait que ce soit bien réel, avec toutes les complications que cela impliquait. Car malgré l'excitation du moment, une question persistait. Une histoire d'amour était-elle vraiment possible entre une simple graphiste timide et l'un des hommes les plus puissants de France? Les semaines qui suivirent, Élodie et Alexandre vécurent leurs premiers moments de complicité loin des regards indiscrets. Fidèle à sa promesse, Alexandre avait transféré son dossier médical à une collègue gynécologue réputée, supprimant ainsi la barrière éthique qui aurait pu entraver leur relation naissante. Leur rendez-vous avait quelque chose de clandestin qui amusait et excitait Élodie. Alexandre se présentait chez elle vêtu simplement, casquette et lunettes dissimulant partiellement son visage pour éviter d'être reconnu. Ils cuisinaient ensemble, regardaient des films blottis sur son petit canapé ou discutaient pendant des heures de tout et de rien. Dans l'intimité de son appartement modeste, le milliardaire semblait se délester du poids de ses responsabilités, retrouvant une légèreté qu'il avait oubliée. « J'ai l'impression d'être un adolescent qui fait le mur », confia-t-il un soir alors qu'il savourait une bouteille de vin devant la fenêtre ouverte sur Paris illuminée. « C'est étrange à dire, mais je n'ai jamais eu droit à cette insouciance. À ton âge, j'étais déjà en train de jongler entre mes études de médecine et les réunions du conseil d'administration où mon père m'imposait d'assister. » Élodie l'observa en silence, touchée par cette vulnérabilité qu'il ne montrait qu'à elle. « Tu n'as jamais regretté ? Le poids de cet héritage, je veux dire. » Alexandre réfléchit un moment avant de répondre. « Regretter serait trop fort. Disons que j'ai parfois rêvé d'une vie ordinaire, où mes décisions n'affecteraient que moi, pas des milliers d'employés ou de patients qui dépendent de nos médicaments. Et maintenant ?» demanda-t-elle doucement. Un sourire illumina son visage tandis qu'il prenait sa main. « Maintenant, je découvre le plaisir de l'ordinaire grâce à toi. Et c'est extraordinaire. » Leurs lèvres se trouvèrent naturellement, comme attirées par une force invisible. Leur premier baiser avait eu lieu quelques jours après leur dîner, timide et hésitant. Celui-ci était différent, profond, passionné, chargé d'une intensité qui les laissa tous deux tremblants. « Je crois que je suis en train de tomber amoureuse de toi », murmura Élodie contre ses lèvres, surprise par sa propre audace. Alexandre recula légèrement pour la regarder dans les yeux, son expression reflétant un mélange d'émerveillement et d'inquiétude. « Moi aussi, et ça me terrifie. Je n'ai jamais ressenti ça, Élodie. Jamais. Pourquoi est-ce terrifiant? Parce que j'ai peur de te faire du mal, avoua-t-il. Ma vie n'est pas facile à partager. Les médias, la pression, les attentes. Je ne veux pas que tu te retrouves broyé par cette machine. » Elle caressa tendrement sa joue. « Je suis plus forte que tu ne le penses. Et puis, nous n'avons pas besoin de précipiter les choses. » Cette nuit-là, Alexandre resta pour la première fois. Leurs corps se découvrirent avec une tendresse teintée d'urgence, comme si chacun d'eux avait attendu ce moment toute sa vie. Dans les bras l'un de l'autre, ils oublièrent momentanément leurs différences et les obstacles qui se dressaient sur leur chemin. Au petit matin, Élodie se réveilla seule dans son lit. Un instant de panique la traversa avant qu'elle n'entende du bruit provenant de sa minuscule cuisine.
Enveloppée dans un drap, elle se leva et découvrit Alexandre, vêtu uniquement de son boxeur, en train de préparer du café. « Bonjour » dit-il en l'apercevant, un sourire radieux illuminant son visage habituellement sérieux. « J'espère que tu aimes les œufs brouillés. C'est à peu près la seule chose que je sais cuisiner correctement. » Elle s'approcha et l'enlaça par derrière, posant sa joue contre son dos musclé. « C'est parfait. » Ils déjeunèrent face à face, échangeant des regards complices et des sourires. Élodie avait l'impression de vivre un rêve éveillé, à la fois merveilleux et surréaliste. « J'ai une proposition à te faire », annonça Alexandre en reposant sa tasse. « J'ai une maison en Provence, près d'Aix. Rien d'extravagant, juste une bastide traditionnelle entourée de lavande. J'aimerais t'y emmener ce week-end. Juste toi et moi, loin de Paris et de ses complications. » Le cœur d'Élodie fit un bond dans sa poitrine. « Ce serait merveilleux. Mon pilote peut nous y déposer vendredi soir et revenir nous chercher dimanche, » poursuivit-il avant de s'interrompre en voyant son expression. « Quoi ? J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas ?» Élodie éclata de rire. « Ton pilote, tu as un avion privé ?» Alexandre sembla soudain embarrassé. Oui, c'est pratique pour se déplacer. Je sais que ça semble ostentatoire, mais rien du tout, l'interrompit-elle. Gentiment. C'est juste que j'oublie parfois qui tu es vraiment. Pour moi, tu es juste Alexandre, l'homme qui fait brûler les œufs et qui ronfle légèrement quand il dort profondément. Il la regarda avec émerveillement. Tu es incroyable, tu sais ça ? N'importe quelle autre femme serait en train de calculer la valeur de ma montre ou de me demander combien de voitures j'ai. Je ne suis pas n'importe quelle femme, répondit-elle simplement. Non, en effet. Et c'est pour ça que je t'aime. Ces 3 mots, prononcés avec une telle spontanéité, figèrent Élodie sur place. C'était la première fois qu'Alexandre les disait clairement. « Je t'aime aussi », répondit-elle, sentant des larmes de bonheur lui piquer les yeux. Le week-end en Provence fut comme un rêve éveillé. La bastide qu'Alexandre avait modestement qualifiée de rien d'extravagant était en réalité une demeure magnifique du XVIIIe siècle, nichée au milieu de champs de lavande et d'oliviers centenaires. Mais ce qui frappa le plus Élodie, ce fut l'absence totale de personnel, à l'exception d'une gouvernante âgée qui ne venait que pour préparer les repas et repartait discrètement. « J'aime faire les choses moi-même ici », expliqua Alexandre, en la guidant à travers les pièces aux murs de pierre et aux poutres apparentes. « C'est mon refuge, l'endroit où je peux être simplement moi-même. » Ils passèrent leur journée à se promener dans la campagne provençale, à cuisiner ensemble des plats simples avec des produits du marché local, et leurs nuits à s'aimer avec une passion grandissante. Élodie découvrait un Alexandre détendu, joueur, loin de l'image publique du PDG austère ou même du médecin sérieux. Le dimanche après-midi, alors qu'ils profitèrent du soleil sur la terrasse, le téléphone d'Alexandre sonna, brisant leur bulle de sérénité. Il consulta l'écran et fronça les sourcils. « Je dois prendre cet appel », s'excusa-t-il avant de s'éloigner. Élodie l'observa faire les 100 pas tout en parlant, son langage corporel trahissant une tension croissante. Lorsqu'il revint vers elle, son visage avait retrouvé cette expression sérieuse qu'elle connaissait bien. « Un problème ?» demanda-t-elle doucement. « Le conseil d'administration a convoqué une réunion d'urgence pour demain matin », expliqua-t-il. « Une histoire de résultats d'essais cliniques qui ne sont pas concluants pour notre nouveau médicament contre le cancer du sein. »« Oh » murmura Élodie, sentant déjà leur parenthèse enchantée se refermer. « C'est grave ?»« Potentiellement », acquiesça-t-il. « Des centaines de millions d'euros d'investissement sont en jeu, sans parler de l'espoir de milliers de patientes. » Il passa une main dans ses cheveux, geste qu'elle avait appris à reconnaître comme un signe de stress. « Je suis désolé, mais il faut que nous rentrions plus tôt que prévu. J'ai demandé au pilote de préparer l'avion. » Le trajet du retour se fit dans un silence relatif. Alexandre plongeait dans la lecture de rapports sur sa tablette, répondant occasionnellement à des emails urgents. Élodie, regardant défiler les nuages par le hublot, eut un aperçu de ce que serait sa vie aux côtés d'un homme comme lui. Des moments d'intimité volés entre 2 crises à gérer, le poids constant des responsabilités. Lorsque l'avion atterrit à l'aéroport du Bourget, 2 voitures les attendaient sur le tarmac. « Je suis vraiment désolé », dit Alexandre en l'embrassant tendrement. « J'aurais voulu que ce week-end ne finisse jamais. »« Moi aussi », sourit-elle. « Tristement. Mais je comprends. Tu as des responsabilités. Je t'appelle demain, promit-il, avant de monter dans la première voiture qui l'emmenait directement au siège de Valmont Industries.
Élodie regarda le véhicule s'éloigner avant de prendre place dans la seconde voiture qui la ramènerait chez elle. Le contraste entre la Bastide provençale et son petit appartement parisien n'en sembla que plus saisissant. Cette nuit-là, seule dans son lit, elle repensa à tout ce qui s'était passé ces dernières semaines. Elle était amoureuse, c'était indéniable. Mais était-elle prête à accepter tout ce qui venait avec cet amour? Les responsabilités d'Alexandre, sa vie publique, les sacrifices qu'elle devrait inévitablement faire. Le lendemain, assise à son bureau à l'agence, elle eut du mal à se concentrer sur ses tâches. Alexandre n'avait pas appelé comme promis et elle n'osait pas le déranger, sachant qu'il devait gérer une situation de crise. « Tu as vu ça ?» Camille apparut soudain à côté d'elle, brandissant son téléphone. « Ton gynécologue sexy est dans les journaux. » Élodie sentit son sang se glacer. « Quoi ?» Sur l'écran du téléphone s'affichait un article du Parisien avec une photo d'Alexandre sortant d'un restaurant chic en compagnie de la sénatrice Diane Mercier. Le titre clamait « Romance entre pouvoir et fortune. Alexandre Valmont et Diane Mercier, le couple de l'année. Ils sortent ensemble depuis des mois apparemment, commenta Camille. C'est pas étonnant, ils sont faits l'un pour l'autre. La politique et les affaires, classique. » Élodie fixa la photo, incapable de détacher son regard du visage d'Alexandre. L'article datait de ce matin même. Pendant qu'elle s'inquiétait pour lui, il dînait avec une autre femme? « Ça ne va pas ?» demanda Camille, remarquant sa pâleur soudaine. « Si, balbutia Élodie. C'est juste que j'ai un peu mal à la tête. » Elle s'excusa et se précipita aux toilettes, où elle sortit son propre téléphone pour examiner l'article en détail. Il mentionnait un dîner tardif entre Alexandre et Diane au restaurant Le Meurice, après une longue réunion concernant un projet de loi sur le financement de la recherche médicale. Une source anonyme affirmait que les deux étaient très proches et que leur relation dépassait le cadre professionnel depuis plusieurs mois. Des larmes brûlantes emplirent ses yeux. Avait-elle été naïve à ce point? S'était-elle imaginé une histoire d'amour là où il n'y avait qu'une aventure passagère pour lui? Son téléphone vibra. Un message d'Alexandre. « Désolé de ne pas avoir appelé. Journée infernale. Puis-je passer te voir ce soir ?» Elle hésita longuement avant de répondre simplement « D'accord. » À 21h, la sonnette retentit. Élodie avait passé l'après-midi à ruminer, oscillant entre colère, tristesse et doute. Lorsqu'elle ouvrit la porte, Alexandre se tenait là, l'air épuisé, mais soulagé de la voir. « Je suis désolé, » commença-t-il immédiatement. « Ces dernières 24 heures ont été un cauchemar. Les résultats des essais cliniques se sont mitigés. Les actionnaires paniquent. Et tu as dîné avec Diane Mercier hier soir, l'interrompit Élodie, sa voix plus froide qu'elle ne l'aurait voulu. Alexandre se figea, visiblement pris au dépourvu. Comment es-tu au courant? C'est dans tous les journaux, répondit-elle en lui montrant l'article sur son téléphone. Le couple de l'année apparemment. Il soupira profondément, passant une main lasse sur son visage. Puis-je entrer? Je préférerais ne pas avoir cette conversation dans ton couloir. Elle s'écarta pour le laisser passer, croisant les bras dans une posture défensive. Alexandre prit place sur le canapé, l'invitant silencieusement à s'asseoir à ses côtés. Elle préféra rester debout. Ce dîner était strictement professionnel, expliqua-t-il calmement. Diane préside la commission santé au Sénat. Son soutien est crucial pour un projet de loi qui facilitera l'homologation de notre nouveau traitement, si les prochains essais sont concluants. Et la source anonyme qui affirme que vous êtes ensemble depuis des mois? De la pure invention, répondit-il fermement. Les tabloïds nous associent depuis des années parce que c'est une histoire qui se vend bien. Le milliardaire et la sénatrice ambitieuse. La vérité est beaucoup plus banale. Nous sommes des alliés professionnels, rien de plus. Il se leva et s'approcha d'elle, prenant doucement ses mains dans les siennes. Élodie, ce que nous avons vécu ce week-end, ce n'est pas le genre de choses que je pourrais feindre. Je t'aime et tu es la seule femme dans ma vie. Ses yeux bleus reflétaient une sincérité qui ébranla ses doutes. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu la voyais? Parce que ce n'était pas un rendez-vous personnel, mais une réunion de crise, répondit-il. Elle était accompagnée de 2 assistants, et mon directeur juridique était également présent. Ce n'est qu'en sortant que nous avons été photographiés, seuls, donnant l'illusion d'un dîner romantique. Élodie voulait le croire, mais une partie d'elle restait méfiante. Comment puis-je savoir que tu me dis la vérité? Alexandre sortit son téléphone et fit défiler ses emails. Voici l'invitation à la réunion, envoyée à 5 personnes, dont Diane et moi. Il continua à parcourir sa messagerie. Et
Voici un message de mon directeur juridique résumant les points abordés pendant la réunion. Les preuves étaient là, concrètes et irréfutables. Élodie sentit la tension la quitter progressivement. « Je suis désolé d'avoir douté », murmura-t-elle. « Ne le sois pas », répondit-il en l'attirant contre lui. « Je comprends ta réaction. Ma vie est compliquée et je ne t'ai pas facilité les choses en ne t'appelant pas comme promis. » Elle se blottit contre sa poitrine, respirant son parfum familier. « J'ai eu peur que ce qui s'est passé en Provence n'ait pas signifié pour toi ce que ça signifiait pour moi. Ça signifiait tout, affirma-t-il en embrassant le sommet de sa tête. Ces 2 jours avec toi ont été les plus beaux que j'ai vécus depuis, je ne sais même pas depuis quand. Ils restèrent enlacés un long moment, laissant la tension se dissiper. Puis Alexandre s'écarta légèrement, son expression redevenant sérieuse. « Élodie, il y a quelque chose que je dois te dire. Quelque chose d'important. » Son ton grave alarma la jeune femme. « Qu'y a-t-il ?»« Je ne peux plus continuer comme ça, » dit-il en la regardant droit dans les yeux. « Je ne veux plus me cacher, prétendre que tu n'es qu'une simple connaissance, craindre constamment que des photos de nous ne fuitent dans la presse. » Le cœur d'Élodie se serra douloureusement. Allait-il rompre? « Je veux que le monde entier sache que je t'aime, » poursuivit-il, surprenant Élodie. « Je veux t'emmener au gala de la Fondation Valmont samedi prochain, officiellement, comme ma compagne. » Élodie resta bouche bée, prise au dépourvu par cette proposition. « Tu es sûr? Ce serait rendre notre relation publique. »« Absolument sûr, » affirma-t-il avec conviction. « Je suis fatigué de vivre dans l'ombre, de compartimenter ma vie. Je t'aime, Élodie Moreau, et je n'ai pas honte de le dire au monde entier. » Elle sentit des larmes d'émotion lui monter aux yeux. « Moi aussi, je t'aime. Mais es-tu certain que c'est ce que tu veux? Une fois que nous aurons franchi ce pas, il n'y aura pas de retour en arrière possible. »« C'est précisément ce que je veux, » répondit-il en souriant. « Pas de retour en arrière possible. » La semaine qui suivit fut un tourbillon d'émotions et de préparatifs pour Élodie. Alexandre avait insisté pour lui offrir une robe pour le gala, malgré ses protestations initiales. « C'est mon monde dans lequel je t'invite, » avait-il argumenté. « Laisse-moi au moins te fournir l'uniforme approprié. » Elle avait finalement cédé, se retrouvant dans une boutique de haute couture où une armée de vendeuses et de couturières s'affairait autour d'elle. La robe qu'ils choisirent ensemble était une création d'un bleu profond qui mettait en valeur ses yeux, simple dans sa coupe, mais indéniablement luxueuse dans sa confection. Le soir du gala arriva plus vite qu'elle ne l'aurait souhaité. Tandis qu'elle se préparait dans son appartement, Élodie fut prise d'une angoisse croissante. Était-elle prête à affronter les regards, les questions, les jugements inévitables qui l'attendaient? Alexandre avait tenté de la préparer, l'avertissant que les médias seraient présents et que leur apparition ensemble ferait certainement les gros titres. « Sois simplement toi-même », lui avait-il conseillé. « C'est cette authenticité qui m'a séduit après tout. » À 19h précise, la limousine envoyée par Alexandre s'arrêta devant son immeuble. Le chauffeur la conduisit jusqu'à l'hôtel particulier des Valmont, dans le 16e arrondissement, où se tenait le gala. L'édifice du XVIIIe siècle, majestueusement illuminé, semblait tout droit sorti d'un conte de fées. Alexandre l'attendait en haut des marches, resplendissant dans son smoking. Son visage s'illumina lorsqu'il l'aperçut, et il descendit à sa rencontre, indifférent au regard curieux qui les suivait. « Tu es absolument sublime », murmura-t-il en lui prenant la main pour l'aider à sortir de la voiture. « J'ai l'impression d'être une impostrice », avoua-t-elle à voix basse. « Tu es la seule personne authentique dans cette assemblée de faux-semblants », répondit-il en portant sa main à ses lèvres. « Prête ?» Elle hocha la tête, puisant du courage dans son regard confiant. Ils gravirent ensemble les marches, et dès leur entrée dans le hall somptueux, un murmure parcourut l'assemblée. Élodie sentit des dizaines de regards se poser sur elle, curieux, interrogateurs, parfois hostiles. Alexandre la guidait avec assurance, sa main fermement posée dans le creux de ses reins, la présentant aux invités importants. Elle fit de son mieux pour retenir les noms et les visages, ministres, diplomates, célébrités, grands patrons. Le tout Paris semblait s'être donné rendez-vous sous ce même toit. Alexandre, quelle surprise agréable! Une voix féminine, aussi douce que calculée, les interrompit alors qu'ils se dirigeaient vers le bar. Élodie reconnut immédiatement Diane Mercier. En personne, la sénatrice était encore plus impressionnante que sur les photos, grande, élancée, avec une présence qui commandait l'attention. Sa robe rouge mettait parfaitement en valeur sa silhouette,
et ses cheveux bruns étaient coiffés en un chignon élégant. « Diane, salua poliment Alexandre, laisse-moi te présenter Élodie Moreau. Élodie, voici la sénatrice Diane Mercier. »« Enchantée, » dit Élodie, s'efforçant de paraître plus assurée qu'elle ne l'était réellement. Les yeux de Diane la scrutèrent avec une intensité déstabilisante. « Alors c'est vous, la mystérieuse raison pour laquelle notre cher Alexandre était si distrait lors de notre dernière réunion. J'espère que je n'ai pas compromis des décisions importantes, » répondit Élodie avec un sourire forcé. Un éclair d'amusement passa dans le regard de la sénatrice. « Au contraire, je trouve qu'Alexandre est bien plus accommodant depuis quelque temps. Je devrais vous remercier. »« Si vous m'excusez, » intervint Alexandre, visiblement mal à l'aise. Face à cette joute verbale, je dois présenter Élodie à mes parents. « Tes parents » s'étonna Élodie alors qu'il l'entraînait loin de Diane. « Je croyais que ton père était décédé. »« Ma mère et mes beaux-parents, » précisa-t-il. « Ma mère s'est remariée il y a 5 ans avec un diplomate britannique. Ils vivent principalement à Londres, mais ils sont venus spécialement pour le gala. Et pour te rencontrer, je dois l'avouer. Cette révélation rendit Élodie encore plus nerveuse. « Tu leur as parlé de moi ?»« Bien sûr, » répondit-il, comme si c'était l'évidence même. Ma mère était curieuse de connaître la femme qui avait réussi à me faire sourire à nouveau. Ils traversèrent plusieurs salons avant d'atteindre une petite terrasse où un couple d'âge mûr contemplait les jardins illuminés. La femme élégante et distinguée malgré ses 60 ans passés se tourna à leur approche, son visage s'illuminant immédiatement. « Alexandre !» s'exclama-t-elle en ouvrant les bras. « Maman !» répondit-il en l'embrassant tendrement. « Je te présente Élodie. Élodie, voici ma mère, Catherine, et son mari, Sir William Huxley. Je suis ravi de faire votre connaissance, » dit Catherine en prenant les mains d'Élodie dans les siennes. Son regard, si semblable à celui de son fils, semblait sonder jusqu'à son âme. « Alexandre nous a tellement parlé de vous. »« Vraiment ?» s'étonna Élodie, jetant un coup d'œil à Alexandre qui se contenta de sourire, l'air légèrement embarrassé. « Oh oui !» confirma Catherine avec un clin d'œil complice. « D'après lui, vous êtes rien de moins qu'extraordinaire. » Sir William, un homme au port aristocratique et au regard bienveillant, tendit une main chaleureuse. « Enchanté, ma chère. Il était temps qu'Alexandre trouve quelqu'un qui le fasse sortir de son bureau et de son bloc opératoire. » La sincérité de leur accueil apaisa quelque peu l'anxiété d'Élodie. Contrairement à ce qu'elle avait redouté, il ne semblait pas la juger sur son origine modeste ou sa profession ordinaire. « Alexandre nous dit que vous êtes graphiste, » poursuivit Catherine avec un intérêt sincère. « J'ai toujours admiré les personnes créatives, moi qui ne sais même pas dessiner un bonhomme convenable. » La conversation s'engagea naturellement, Catherine se révélant être une femme cultivée et chaleureuse, qui mit Élodie immédiatement à l'aise. Sir William, plus réservé mais non moins aimable, partagea quelques anecdotes sur ses années diplomatiques qui firent rire toute la petite assemblée. « Je vois que vous avez fait connaissance », les interrompit une voix masculine qu'Élodie reconnut comme celle de Nicolas, le frère d'Alexandre. Contrairement à son cadet, Nicolas avait hérité des traits plus anguleux de leur père, avec des yeux gris perçants et une expression perpétuellement sérieuse. Il échangea des baisers formels avec sa mère et une poignée de main avec son beau-père avant de se tourner vers Élodie. « Mademoiselle Moreau », la salua-t-il avec une politesse distante. « Alexandre nous a finalement présenté sa protégée. » Le choix du mot n'échappa à personne, et Élodie sentit Alexandre se raidir à ses côtés. « Ma compagne », corrigea fermement ce dernier. « Élodie est ma compagne, Nicolas, et j'apprécierais que tu la traites avec le respect qu'elle mérite. » Un silence inconfortable s'installa, que Catherine s'empressa de dissiper. « Nicolas, ton frère a enfin trouvé quelqu'un qui le rend heureux. N'est-ce pas ce que nous souhaitons tous ?» Nicolas eut la décence de paraître légèrement embarrassé. « Bien sûr, mère. Pardonnez ma maladresse, mademoiselle Moreau. Je ne voulais pas vous offenser. » Élodie lui offrit un sourire indulgent. « Ce n'est rien. Et appelez-moi Élodie, je vous en prie. » La soirée se poursuivit avec le dîner officiel et les discours, dont celui émouvant d'Alexandre, sur les avancées de la Fondation Valmont dans la recherche contre le cancer du sein. Élodie l'observait avec fierté, découvrant cette facette publique de l'homme qu'elle aimait. Son aisance a captivé l'auditoire, sa passion évidente pour les causes qu'il défendait. Plus tard, alors qu'il dansait enlacé sur la piste, elle lui chuchota à l'oreille « Tu es incroyable, tu sais ça. Je suis si fier d'être avec toi ce soir. »
Il resserra son étreinte en fouissant son visage dans ses cheveux. « C'est moi qui suis fier de t'avoir à mes côtés. Tu t'es admirablement comporté toute la soirée, malgré ce cirque mondain. Ta mère est merveilleuse, commenta-t-elle. Je l'ai aimée instantanément. Et elle t'a adoré, crois-moi. Je ne l'avais pas vue aussi enthousiaste depuis des années. » Mais leur bulle de bonheur fut brutalement éclatée lorsqu'un serveur s'approcha discrètement pour tendre un téléphone à Alexandre. « Monsieur Valmont, veuillez m'excuser, mais Monsieur le Roi insiste pour vous parler immédiatement. Il dit que c'est une urgence. » Alexandre fronça les sourcils. Claude Leroy était son directeur de la communication. Une urgence à cette heure. Tardive ne présageait rien de bon. « Excuse-moi, dit-il à Élodie avant de s'éloigner pour prendre l'appel. Lorsqu'il revint quelques minutes plus tard, son visage s'était assombri. « Nous devons partir, annonça-t-il à voix basse. « Maintenant, que se passe-t-il » s'inquiéta Élodie tandis qu'il l'entraînait rapidement vers une sortie discrète. « Je t'expliquerai dans la voiture. » Une fois à l'abri dans la limousine, Alexandre sortit sa tablette et lui montra un article qui venait d'être publié en Backsound 60, ligne par un tabloïd. Révélation exclusive. La nouvelle conquête d'Alexandre Valmont, une ancienne patiente. L'article, manifestement écrit à la hâte mais débordant d'insinuations scandaleuses, révélait qu'Élodie avait d'abord été la patiente d'Alexandre avant de devenir sa compagne, soulevant des questions d'éthique médicale et de potentiels abus de pouvoir. « Comment ont-ils su ?» souffla Élodie, horrifiée. « Une fuite au sein du cabinet médical, probablement, » répondit sombrement. « Alexandre, je suis tellement désolé, Élodie. Je n'aurais jamais imaginé que quelqu'un irait fouiller dans les dossiers médicaux. Que va-t-il se passer maintenant? Mon équipe de communication gère déjà la situation, mais je dois être honnête avec toi. Ça risque d'être désagréable pendant quelques jours. Les médias vont s'emparer de l'histoire, l'amplifier, la déformer. » Il prit ses mains dans les siennes, son regard reflétant une inquiétude sincère. « Je comprendrais si tu préférais te mettre en retrait le temps que la tempête passe. » Élodie sentit une vague d'indignation monter en elle. « Me mettre en retrait? Tu veux que je disparaisse comme si j'avais quelque chose à me reprocher? » « Ce n'est pas ce que je voulais dire, » se défendit-il. « Je pense simplement à te protéger de cette frénésie médiatique. Tu n'as pas l'habitude de ça, Élodie. C'est brutal, invasif, déshumanisant. »« Je ne me cacherai pas, » affirma-t-elle, avec une détermination qui la surprit elle-même. « Nous n'avons rien fait de mal. Tu n'étais plus mon médecin quand notre relation a commencé et c'est tout ce qui compte. » Un mélange de fierté et d'admiration traversa le regard d'Alexandre. « Tu es sûr ? Une fois que nous aurons affronté cela ensemble, publiquement, ta vie ne sera plus jamais la même. Je suis tombée amoureuse de toi, Alexandre, pas de ta fortune ni de ta position. Si être avec toi signifie affronter ce genre de situation, alors sois. Je suis prête. » Il l'attira contre lui, l'embrassant avec une intensité qui reflétait toute sa gratitude et son amour. « Ensemble, alors, » murmura-t-il contre ses lèvres. « Ensemble, » confirma-t-elle. Mais tandis que la limousine les ramenait vers l'appartement d'Alexandre, où il avait insisté pour qu'elle passe la nuit, Élodie ne pouvait s'empêcher de se demander si elle mesurait réellement l'ampleur de ce qui les attendait. Le lendemain matin, comme Alexandre l'avait prédit, l'histoire était partout. Le gynécologue milliardaire et sa patiente, amour ou scandale, titrait un journal populaire. D'autres étaient plus incisifs encore, parlant de violation de l'éthique médicale et d'abus de position de pouvoir. Blottie dans le lit king-size de l'immense penthouse d'Alexandre, Élodie parcourait les articles sur sa tablette, sentant une nausée croissante l'envahir. Certains journalistes avaient déjà déterré des éléments de sa vie, son emploi dans une petite agence de communication, son appartement modeste dans un quartier populaire, son parcours académique ordinaire. L'ascension sociale express d'Élodie Moreau, ironisait un chroniqueur particulièrement virulent, insinuant à demi-mot qu'elle n'était qu'une arriviste ayant trouvé le moyen le plus rapide d'accéder à la fortune. « Ne lis pas ces torchons », lui conseilla Alexandre, en entrant dans la chambre, 2 tasses de café à la main. Déjà impeccablement habillé en costume cravate malgré l'heure matinale, il semblait avoir l'habitude de ce genre de situation. Ils se lasseront vite et passeront à autre chose. « Ils me font passer pour une croqueuse de diamants », murmura-t-elle, blessée par la cruauté des commentaires. « Et moi pour un prédateur qui abuse de ses patientes », répondit-il en s'asseyant à côté d'elle. « Ce n'est pas la première fois que la presse me prête des intentions douteuses, et ce ne sera pas la dernière. » Il lui caressa tendrement la joue. « La différence, c'est que cette fois, ils t'attaquent aussi, et je ne peux le tolérer. »
Son téléphone sonna et il consulta l'écran en soupirant. « C'est Claude, mon directeur de la communication. Il veut organiser une conférence de presse pour cet après-midi. » « Une conférence de presse ?» s'alarma Élodie. « Pour parler de notre relation ? Pour clarifier la situation, couper court aux rumeurs les plus néfastes et présenter une version cohérente des faits, expliqua-t-il. C'est la procédure. Standard dans ce genre de cas. Et je dois y participer ? Alexandre hésita avant de répondre. Ce serait préférable, oui, mais c'est à toi de décider. Si tu n'es pas à l'aise avec l'idée de t'exprimer publiquement, je comprendrai parfaitement. Élodie prit une profonde inspiration. Elle détestait l'idée d'être exposée ainsi, scrutée, jugée, mais disparaître maintenant ne ferait que confirmer ce que ces articles insinuaient, qu'elle avait quelque chose à cacher, qu'elle n'était pas légitime. « Je viendrai », décida-t-elle finalement, « mais je ne sais pas quoi dire. Claude va nous briefer. C'est un expert, ne t'inquiète pas. Il nous préparera une déclaration commune et anticipera les questions les plus probables. » La matinée passa en préparatifs. Claude Leroy, un homme sec et précis dans la cinquantaine, arriva avec 2 assistants et entreprit de les coacher pour la conférence de presse. Il conseilla à Élodie sur sa tenue, sobre mais élégante, rien d'ostentatoire, son attitude, confiante sans arrogance, sincère sans naïveté, et même ses réponses aux questions prévisibles. Si on vous demande comment vous vous êtes rencontrés, soyez honnête mais concise, expliqua-t-il. Confirmez que vous étiez initialement patiente, mais insistez sur le fait que votre relation n'a commencé qu'après la fin officielle de la relation médicale. Mentionnez que le docteur Valmont vous a immédiatement référé à une collègue dès que vos sentiments sont devenus personnels. Élodie hochait la tête mécaniquement, se sentant comme une actrice répétant un rôle. Ce n'était pas tant que les conseils de Claude lui semblaient malhonnêtes, ils correspondaient à la réalité, mais plutôt que cette nécessité même de se justifier lui paraissait aberrante. Et surtout, conclut Claude en lui tendant un tailleur bleu marine qu'un assistant venait d'apporter. Souriez, mais pas trop. Vous n'êtes ni coupable ni triomphante. Vous êtes simplement amoureuse. À 15 heures précises, ils prirent place derrière une table dans une salle de conférence au siège de Valmont Industries. Face à eux, une vingtaine de journalistes attendaient, caméras et micros braqués dans leur direction. Élodie sentit sa gorge se serrer, son cœur battant si fort qu'elle craignait qu'on puisse l'entendre dans les micros. Alexandre, sentant sa nervosité, lui prit discrètement la main sous la table et la serra brièvement, un geste simple qui lui donna le courage dont elle avait besoin. Il commença par une déclaration préparée, expliquant calmement les circonstances de leur rencontre, le transfert de son dossier médical et l'évolution naturelle de leurs sentiments. Sa voix posée et son assurance professionnelle semblèrent apaiser légèrement l'atmosphère tendue. Puis ce fut au tour d'Élodie de prendre la parole. Elle s'était répété son texte toute la matinée, mais face à cette assemblée de regards inquisiteurs, les mots soigneusement préparés lui semblèrent soudain creux et artificiels. Commença-t-elle avant de s'interrompre, sentant une boule se former dans sa gorge. Elle prit une profonde inspiration et décida d'abandonner le script. « Je n'ai jamais demandé à être sous les projecteurs, » dit-elle simplement. « Je suis une personne ordinaire qui a eu la chance extraordinaire de rencontrer quelqu'un de spécial. Que ce soit dans un cabinet médical ou ailleurs, importe peu finalement. Ce qui compte, c'est ce que nous avons construit ensemble depuis. » Elle se tourna vers Alexandre, puisant du courage dans son regard confiant. « Je comprends que notre histoire suscite des questions, des doutes, mais je peux vous assurer d'une chose, nos sentiments sont sincères, et si cela signifie devoir affronter cette tempête médiatique, alors soit. Aucun amour véritable ne devrait avoir à se cacher ou à se justifier. » Un silence suivit ces paroles, bientôt rompu par une salve de questions. Alexandre reprit les rênes, répondant avec calme et précision. Parfois, lui, donnant la parole lorsque la question s'adressait spécifiquement à elle. Tout se déroulait relativement bien, jusqu'à ce qu'un journaliste particulièrement agressif intervienne. « Mademoiselle Moreau, nombreux sont ceux qui s'interrogent sur vos motivations réelles. Comment répondez-vous à ceux qui suggèrent que cette relation n'est pour vous qu'un moyen d'accéder à un mode de vie que vous n'auriez jamais pu vous offrir autrement ?» Élodie sentit une vague de colère monter en elle, et avant qu'Alexandre puisse intervenir, elle se pencha vers le micro. « Je répondrai simplement ceci. Si j'avais voulu un homme pour son argent, j'aurais choisi quelqu'un avec une vie moins compliquée. Être la compagne d'Alexandre Valmont n'est pas une sinécure, comme vous pouvez le constater aujourd'hui.
Je suis avec lui malgré sa fortune et sa notoriété, pas à cause d'elle. Sa réponse franche et directe sembla prendre le journaliste au dépourvu. Un murmure d'approbation parcourut même l'assemblée. La conférence prit fin après une trentaine de minutes. En regagnant la voiture qui les attendait, Élodie se sentait vidée mais étrangement plus légère. Affronter directement cette situation, plutôt que de se cacher, lui avait donné un sentiment de contrôle qu'elle n'espérait plus. « Tu as été remarquable », lui dit Alexandre une fois dans la voiture, « bien plus authentique et convaincante que tout ce que Claude aurait pu te faire réciter. »« J'ai parlé avec mon cœur », répondit-elle simplement. C'était la seule chose à faire. Il l'attira contre lui, embrassant son front avec tendresse. « Je suis désolé de t'imposer tout ça. Ce n'est pas la vie que tu avais choisie. Je t'ai choisi, toi, » corrigea-t-elle doucement. Le reste fait partie du package. Mais les jours qui suivirent mirent à l'épreuve cette résolution. Si la conférence de presse avait apaisé les critiques les plus virulentes, elle avait aussi propulsé Élodie sous les feux des projecteurs. Des photographes l'attendaient devant son agence, la suivant dans ses déplacements quotidiens. Son téléphone ne cessait de sonner. Journaliste en quête d'interviews exclusives, amis d'enfance soudain ressurgis, même des marques qui lui proposaient de devenir leur ambassadrice. « C'est à devenir fou », confia-t-elle à Alexandre après une semaine particulièrement éprouvante. « Je ne peux plus faire un pas sans être suivi. Même mes collègues me regardent différemment maintenant. »« Ça va se calmer », promit-il, bien que son ton manqua de conviction. Ils finiront par se lasser. Mais la pression ne faiblissait pas. Un soir, en rentrant épuisée de son travail, Élodie trouva plusieurs messages sur son répondeur. L'un d'eux, laissé par une femme se présentant comme journaliste à Paris Match, l'informait qu'il préparait un dossier sur elle et souhaitait sa coopération pour éviter toute imprécision. Le dernier message, cependant, la glaça. Une voix masculine, délibérément déformée, qui lui conseillait de profiter de l'argent de Valmont pendant que c'est encore possible, car toutes ces petites secrets seraient bientôt révélés. Les mains tremblantes, elle appela Alexandre, qui arriva chez elle en un temps record. « C'est probablement juste une tentative d'intimidation », tenta-t-il de la rassurer après avoir écouté le message. « Mais par précaution, je vais demander à mon équipe de sécurité de garder un œil sur ton appartement. »« Des gardes du corps ? Sérieusement ?» s'exclama Élodie, sentant qu'elle atteignait un point de rupture. « Juste une mesure temporaire, insista-t-il, jusqu'à ce que nous soyons sûrs qu'il n'y a pas de menace réelle. » Élodie s'effondra sur son canapé, enfouissant son visage dans ses mains. « Je ne sais pas si je peux continuer comme ça, Alexandre. Cette pression constante, cette invasion de ma vie privée, ce n'est pas moi, ce n'est pas la vie que je veux. » Il s'assit à côté d'elle, son visage reflétant une douleur sincère. « Je comprends, vraiment. Et si tu veux prendre tes distances, Ce n'est pas ce que j'ai dit, » l'interrompit-elle vivement. « Je ne remets pas en question notre relation. C'est juste tout le reste. » Un silence s'installa entre eux, lourd de non-dits et d'incertitudes. « Viens vivre avec moi », proposa soudainement Alexandre. Élodie leva les yeux, surprise par cette suggestion inattendue. « Quoi ? Emménage dans mon appartement », répéta-t-il avec plus d'assurance. « Il est bien plus sécurisé et les paparazzis ne peuvent pas accéder à l'immeuble. Tu serais protégé et nous pourrions être ensemble sans avoir à nous cacher ou à nous exposer constamment. »« C'est un grand pas », murmura-t-elle, prise au dépourvu par cette proposition. « Je sais », acquiesça-t-il, « et je comprendrai que tu aies besoin de temps pour y réfléchir. Mais sache que cette proposition ne vient pas seulement des circonstances actuelles. J'y pensais déjà avant tout ça. » Il prit ses mains dans les siennes, son regard reflétant une sincérité absolue. « Je t'aime, Élodie, et je veux construire une vie avec toi, pas seulement des moments volés entre deux crises. » Ces mots touchèrent Élodie en plein cœur. Malgré les difficultés, malgré la pression médiatique et les menaces, son amour pour Alexandre n'avait fait que grandir. L'idée de vivre avec lui, de partager son quotidien au-delà de ces rencontres qui ressemblaient parfois à des escapades clandestines, était séduisante. « D'accord », répondit-elle finalement. « Essayons. » Le visage d'Alexandre s'illumina d'un bonheur si pur qu'il effaça momentanément toutes ses inquiétudes. « Vraiment, vraiment », confirma-t-elle avec un sourire. « Mais je garde mon appartement, au moins pour l'instant, juste au cas où tu ne supporterais plus mes ronflements, » plaisanta-t-il pour détendre l'atmosphère. « Au cas où j'aurais besoin d'un espace à moi, » corrigea-t-elle doucement. « Un endroit où je peux simplement être Élodie la graphiste, pas la compagne d'Alexandre. »« Valmont »
Il hocha la tête, comprenant ce besoin. « Bien sûr, tout ce que tu voudras. » Cette nuit-là, blottie dans ses bras, Élodie se sentit plus sereine qu'elle ne l'avait été depuis des jours. Demain apporterait sans doute son lot de complications et de défis, mais ce soir, dans ce cocon d'intimité, rien d'autre ne comptait que la chaleur de l'homme qu'elle aimait. Ce qu'elle ignorait, c'est que la véritable tempête n'avait pas encore commencé. Chers lecteurs, j'espère que vous avez apprécié cette histoire romantique pleine de rebondissements. N'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits captivants comme celui-ci. Votre soutien est précieux et m'encourage à continuer de partager ces histoires avec vous. Merci de votre fidélité. L'emménagement d'Élodie dans le penthouse d'Alexandre se déroula sans heurts. En quelques jours, ses affaires personnelles trouvèrent naturellement leur place parmi le mobilier luxueux mais étonnamment chaleureux du vaste appartement. À sa grande surprise, la transition fut plus douce qu'elle ne l'avait anticipé, Alexandre s'efforçant de rendre chaque aspect de cette cohabitation aussi confortable que possible pour elle. « Ici, ce sera ton espace », lui avait-il dit en lui montrant une pièce lumineuse qu'il avait fait réaménager en atelier de graphisme, équipé des derniers logiciels et matériels dont elle n'aurait jamais pu rêver. « Pour que tu puisses travailler de la maison quand les paparazzis sont trop envahissants. » Ce geste attentionné l'avait ému aux larmes. Alexandre ne cherchait pas à la changer ou à l'intégrer passivement dans sa vie, mais créait activement un espace où elle pourrait continuer à être elle-même, à poursuivre sa carrière et ses passions. Les médias s'étaient progressivement calmés, comme il l'avait prédit. Si leur relation faisait encore occasionnellement la une des magazines People, le ton avait changé, devenant presque bienveillant. Le milliardaire et la graphiste, un conte de fées moderne, titré Paris Match, avec une photo d'eux souriant lors d'un récent gala caritatif. Élodie s'habituait lentement à cette nouvelle normalité, à être reconnue dans la rue, à voir son nom associé à celui d'Alexandre dans la presse. Sa relation avec Catherine, la mère d'Alexandre, s'était approfondie, les deux femmes partageant un déjeuner hebdomadaire où elles discutaient d'art, de littérature et parfois, avec tendresse et humour, de l'homme qu'elles aimaient chacune à leur façon. Même Nicolas, le frère toujours réservé d'Alexandre, semblait s'être réchauffé à son égard, l'invitant avec son cadet pour des dîners familiaux où il se montrait, sinon chaleureux, du moins courtois. Un matin de décembre, alors qu'Élodie travaillait sur un projet dans son atelier, son téléphone sonna. Le nom affiché la surprit. Docteur Sophie Laurent, la gynécologue qui suivait désormais son cas d'endométriose. « Bonjour. »« Élodie » dit la voix professionnelle mais chaleureuse de la médecin. « J'ai reçu vos derniers résultats d'analyse et j'aimerais vous voir pour en discuter. Seriez-vous disponible cet après-midi ?» Quelque chose dans le ton de la docteure mit Élodie en alerte. « Est-ce grave ?» demanda-t-elle, une pointe d'inquiétude dans la voix. « Je préférerais en parler en personne », répondit Sophie Laurent. Mais il n'y a pas lieu de s'alarmer outre mesure. Cette réponse évasive fit peu pour apaiser son anxiété. Mais Élodie accepta le rendez-vous pour 14 heures. Alexandre était en déplacement à Londres pour une conférence médicale et elle préféra ne pas l'inquiéter avant d'en savoir plus. Le cabinet du docteur Laurent se trouvait dans un immeuble moderne du 15e arrondissement, loin du luxe ostentatoire de celui d'Alexandre, mais tout aussi professionnel. La médecin l'accueillit avec un sourire rassurant, l'invitant à s'asseoir face à son bureau. « Merci d'être venu si rapidement », commença-t-elle, en ouvrant un dossier. « Comme vous le savez, nous surveillons de près l'évolution de votre endométriose depuis plusieurs mois. » Élodie hocha la tête, attendant la suite avec appréhension. « Vos dernières analyses montrent une anomalie que je souhaite explorer davantage, » poursuivit la gynécologue. « Votre taux de CA125 est légèrement élevé, ce qui peut être lié à l'endométriose, mais également à d'autres conditions. »« Quelles autres conditions ?» demanda Élodie, la gorge soudain sèche. Le docteur. Laurent hésita brièvement. Il pourrait s'agir d'un kyste ovarien, d'une inflammation pelvienne, ou dans certains cas, d'un cancer de l'ovaire précoce. Je tiens à souligner que cette dernière possibilité est la moins probable, étant donné votre âge et vos antécédents. Le mot « cancer » résonna dans l'esprit d'Élodie comme un coup de tonnerre. Elle avait perdu sa grand-mère maternelle d'un cancer ovarien, une information qu'elle avait partagée lors de son premier rendez-vous médical. « Que devons-nous faire ?» parvint-elle à articuler, s'efforçant de rester calme. « Je vous recommande une échographie transvaginale et une IRM pelvienne dans les plus brefs délais, » répondit la médecin. « Ces examens nous permettront d'y voir plus clair et d'écarter les hypothèses les plus graves. »
Elle lui tendit une ordonnance. « J'ai pris la liberté de vous obtenir un rendez-vous pour ces examens demain matin à la clinique Saint-Joseph. Ils m'enverront les résultats directement et nous pourrons en discuter dès jeudi. » En quittant le cabinet, Élodie se sentait étrangement détachée, comme si elle observait sa propre vie de l'extérieur. La possibilité d'un cancer, même évoquée comme peu probable, avait créé une fissure dans la bulle de bonheur dans laquelle elle vivait ces derniers mois. Elle décida de ne pas appeler Alexandre immédiatement. Pourquoi l'inquiéter alors qu'il s'agissait peut-être d'une fausse alerte? Il serait de retour dans 2 jours, et d'ici là, elle aurait probablement des réponses plus précises. Les examens du lendemain se déroulèrent dans une atmosphère clinique et impersonnelle. Élodie se soumit aux procédures avec résignation, répondant mécaniquement aux questions des techniciens et des médecins. Une partie d'elle-même restait persuadée qu'il s'agissait d'une simple précaution, que tout irait bien. Le soir venu, alors qu'elle tentait de se concentrer sur un film pour se distraire, son téléphone vibra. Un message d'Alexandre. « Journée épuisante, mais productive. Tu me manques terriblement. J'ai hâte de rentrer et de te serrer dans mes bras. Je t'aime. » Ces mots si simples lui mirent les larmes aux yeux. Que lui dirait-elle s'il s'avérait qu'elle était gravement malade? Comment réagirait-il? Leur bonheur tout neuf pourrait-il résister à une telle épreuve? Elle lui répondit un message affectueux, omettant délibérément de mentionner ses inquiétudes médicales. « Concentre-toi sur ta conférence. Je serai là à t'attendre. Je t'aime aussi. » Le jeudi arriva, et avec lui le rendez-vous décisif chez le docteur Laurent. Alexandre était rentré la veille au soir, épuisé mais heureux de retrouver Élodie. Elle n'avait toujours rien dit de ses craintes, préférant attendre d'avoir des informations concrètes. « Tu es sûr que tout va bien ?» lui avait-il demandé au petit déjeuner, son regard perçant détectant sa nervosité inhabituelle. « Tu sembles préoccupé. »« Simple stress professionnel », avait-elle menti, détestant chaque seconde de cette dissimulation. Une deadline serrée pour un gros client. Il avait semblé accepter cette explication, bien que son regard suggérât qu'il n'était pas entièrement convaincu. À 11 heures précises, Élodie était assise face au docteur Laurent, ses mains crispées sur son sac à main, attendant le verdict. « J'ai de bonnes nouvelles », annonça immédiatement la gynécologue, soulageant instantanément une partie de son angoisse. « Les examens n'ont révélé aucune trace de tumeur ou de masse suspecte. Votre élévation de CA 125 est très probablement liée à votre endométriose, comme nous le suspections initialement. » Élodie laissa échapper un long soupir de soulagement. « Donc, tout va bien ?»« Pas exactement, » tempéra la médecin, son expression redevenant sérieuse. « L'IRM a révélé que votre endométriose s'est aggravée malgré le traitement. Les lésions sont plus étendues et commencent à affecter significativement vos ovaires. » Elle fit pivoter son écran d'ordinateur pour montrer à Élodie les images de l'examen. « Voyez ces zones plus sombres. Ce sont des lésions endométriosiques qui compromettent la fonction ovarienne. Qu'est-ce que cela signifie concrètement ?» demanda Élodie, sentant une nouvelle inquiétude remplacer la précédente. Le docteur Laurent la regarda droit dans les yeux, son expression empreinte de compassion. « Cela signifie que si nous n'intervenons pas rapidement et de manière plus agressive, votre fertilité pourrait être sérieusement compromise, voire définitivement altérée. » Ces mots frappèrent Élodie comme un coup physique. La possibilité de ne jamais pouvoir avoir d'enfant n'avait jamais effleuré son esprit. À 26 ans, la maternité était un concept abstrait, quelque chose qu'elle envisageait vaguement dans un futur indéterminé. « Quelles sont les options ?» parvint-elle à demander, la voix tremblante. « La chirurgie laparoscopique pour retirer les lésions est désormais nécessaire, » expliqua la gynécologue. « C'est une procédure relativement courante, mais qui comporte toujours certains risques. Ensuite, nous devrons envisager un traitement hormonal plus agressif. » Elle marqua une pause avant d'ajouter « Il serait également prudent d'envisager la conservation de vos ovocytes avant toute intervention pour préserver vos options futures. » Élodie hocha mécaniquement la tête, tentant d'assimiler toutes ces informations. « Et si je ne fais rien? Les douleurs s'intensifieront et les dommages aux organes reproducteurs continueront de progresser. Dans 1 an ou 2, une grossesse naturelle pourrait devenir impossible. » En quittant le cabinet médical, Élodie se sentait paralysée par le poids de cette révélation. Elle n'avait jamais discuté sérieusement de désir d'enfant avec Alexandre. Leur relation, bien que profonde et sincère, était encore récente. Comment aborder un sujet aussi fondamental maintenant? Elle déambula sans but dans les rues de Paris pendant des heures, repoussant le moment de rentrer et de partager cette nouvelle. La neige légère qui commençait à tomber
lui rappela soudain que Noël approchait. Cette période festive qu'elle avait tant attendue, rêvant de la passer avec Alexandre, semblait maintenant teintée d'une ombre inquiétante. Lorsqu'elle rentra finalement à l'appartement, il était près de 18 heures. Alexandre l'attendait dans le salon, un verre de vin à la main, le visage marqué par l'inquiétude. « Où étais-tu » demanda-t-il en se levant pour l'accueillir. « J'ai essayé de t'appeler plusieurs fois. » Élodie réalisa que son téléphone était resté en mode silencieux depuis son rendez-vous médical. « Je suis désolé, j'avais besoin de marcher, de réfléchir. » Il l'observa attentivement, remarquant ses traits tirés et ses yeux rougis. « Il s'est passé quelque chose. Dis-moi. » Elle s'assit lourdement sur le canapé, se sentant soudain épuisée. « J'ai vu le docteur Laurent aujourd'hui. »« Sophie Laurent, ta gynécologue ?» Il s'assit à côté d'elle, immédiatement alerte. « Pourquoi? Que se passe-t-il » Lentement, Élodie lui raconta tout. Les résultats anormaux, les examens, la peur du cancer finalement écartée, mais le diagnostic sombre concernant sa fertilité. Alexandre l'écouta en silence, son expression passant de l'inquiétude à la concentration professionnelle du médecin qu'il était également. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» demanda-t-il doucement lorsqu'elle eut terminé. « Tu étais à Londres, je ne voulais pas t'inquiéter pour rien, » répondit-elle. « Et puis, je ne savais pas comment tu réagirais à l'idée que je pourrais ne jamais te donner d'enfant. » Ces derniers mots sortirent dans un sanglot qu'elle avait retenu toute la journée. Alexandre la prit immédiatement dans ses bras, la serrant contre lui avec force. « Écoute-moi bien, » dit-il fermement. « D'abord, ton état de santé n'est jamais rien. J'aurais pris le premier avion pour être à tes côtés si j'avais su. Ensuite, l'idée que tu doives me donner des enfants comme si c'était une obligation ou une condition à mon amour est absurde. » Il prit son visage entre ses mains, essuyant ses larmes du pouce. « Je t'aime, toi, Élodie, pas ta capacité à procréer. Si nous voulons des enfants un jour, nous trouverons un moyen, que ce soit par FIV, avec tes ovocytes conservés, par adoption ou par n'importe quelle autre voie. » Le soulagement qui submergea Élodie fut si intense qu'elle se remit à pleurer, mais de gratitude cette fois. « Tu le penses vraiment ?»« De tout mon cœur, affirma-t-il avant d'ajouter plus pragmatiquement. Cela dit, en tant que médecin, je suis d'accord avec Sophie. La conservation d'ovocytes est une précaution sage et la chirurgie semble nécessaire pour stopper la progression de l'endométriose. » Il se leva, soudain énergisé par un objectif concret. « Je vais appeler quelques collègues, obtenir des avis supplémentaires. Nous allons trouver les meilleurs spécialistes, explorer toutes les options possibles. » Voyant son expression déterminée, Élodie ne put s'empêcher de sourire malgré ses larmes. C'était tellement caractéristique d'Alexandre. Face à un problème, il mobilisait toutes ses ressources, son réseau, sa fortune si nécessaire, pour trouver une solution. « Je t'aime », murmura-t-elle simplement. Il s'arrêta dans son élan, revenant vers elle pour l'embrasser tendrement. « Nous traverserons cette épreuve ensemble, je te le promets. » Cette nuit-là, blottie contre lui dans leur lit, Élodie se sentit plus proche d'Alexandre qu'elle ne l'avait jamais été. La crise avait révélé la solidité de leur amour, sa capacité à résister aux tempêtes de la vie. Pour la première fois depuis le diagnostic, elle sentit l'espoir renaître en elle. Ce qu'elle ignorait, c'est que le destin leur réservait encore une épreuve bien plus redoutable. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon d'activités médicales. Fidèle à sa promesse, Alexandre avait mobilisé ses contacts pour consulter les meilleurs spécialistes de l'endométriose en France et à l'étranger. Élodie avait entamé le processus de conservation d'ovocytes, une procédure éprouvante physiquement et émotionnellement, mais qu'elle abordait avec courage, soutenue à chaque étape par Alexandre. La chirurgie était programmée pour mi-janvier, après les fêtes qu'ils avaient décidé de passer dans la Bastide provençale, loin de l'agitation parisienne et des regards indiscrets. Ce Noël s'annonçait particulier, intime, précieux, comme une parenthèse de douceur avant l'intervention chirurgicale qui l'attendait. Un matin glacial de décembre, alors qu'Élodie travaillait sur un projet dans son atelier, Marthe, la gouvernante d'Alexandre, vint frapper discrètement à sa porte. « Mademoiselle, il y a un homme qui insiste pour vous voir, » annonça-t-elle, visiblement embarrassée. « Il dit que c'est important et refuse de partir sans vous avoir parlé. A-t-il donné son nom ?» demanda Élodie, surprise par cette visite inattendue. « Un certain monsieur Moreau, » répondit Marthe. « Il affirme être votre père. » Élodie sentit son sang se glacer. Son père, qu'elle n'avait pas vu depuis près de 10 ans, depuis ce jour terrible où il avait quitté sa mère pour une femme plus jeune, détruisant leur famille
et laissant derrière lui des dettes considérables. Où est-il? Je l'ai fait attendre dans le petit salon, expliqua Marthe. Monsieur Valmont est en conférence téléphonique dans son bureau. Élodie se leva lentement, son esprit tournant à plein régime. Comment son père avait-il obtenu cette adresse? Que voulait-il après toutes ces années de silence? Elle trouva Gérard Moreau assis rigidement sur un fauteuil, examinant avec un intérêt non dissimulé le mobilier luxueux qui l'entourait. À 60 ans passés, il avait vieilli, ses cheveux désormais entièrement gris, son visage marqué par des rides profondes que l'alcool avait probablement accentuées. « Papa » dit-elle froidement en restant debout à l'entrée du salon. Il se leva précipitamment, un sourire mal assuré aux lèvres. « Élodie, ma fille, comme tu es belle !» L'étreinte maladroite qu'il tenta de lui donner se heurta à la rigidité de son corps. Elle recula d'un pas. Maintenant, une distance physique et émotionnelle. « Que fais-tu ici » demanda-t-elle directement. Gérard sembla momentanément désarçonné par cet accueil glacial. « J'ai vu les articles dans les journaux, les photos de toi avec ce milliardaire. Je n'arrivais pas à y croire. Ma petite Élodie avec l'un des hommes les plus riches de France. Tu n'as pas répondu à ma question, insista-t-elle. Pourquoi es-tu venu ?» Il s'éclaircit la gorge, soudain mal à l'aise. « Eh bien, je me suis dit qu'il était temps de renouer les liens familiaux. Après tout, tu es ma fille unique et... » « 10 ans, l'interrompit-elle sèchement. 10 ans sans un appel, sans une carte d'anniversaire, sans même un message pour savoir si maman et moi allions bien après que tu nous aies laissés avec tes dettes. » Gérard eut la décence de paraître embarrassé. Les circonstances étaient compliquées, Élodie. J'ai traversé une période difficile. Et puis, Sylvie, épargne-moi les détails de ta vie avec ta maîtresse, coupa Élodie. Venons-en au fait. Que veux-tu vraiment? Il hésita, puis son expression changea, devenant plus calculatrice. J'ai des problèmes financiers, Élodie, graves. La banque menace de saisir ma maison et j'ai des créanciers qui me harcèlent jour et nuit. Voilà donc la véritable raison de cette visite surprise. Élodie laissa échapper un rire sans joie. Bien sûr, tu apprends que ta fille fréquente un homme riche et soudain tu te souviens de son existence. Ce n'est pas ça, protesta faiblement Gérard. J'ai toujours pensé à toi, mais j'étais trop embarrassé pour reprendre contact. Et maintenant, je suis vraiment désespéré. Élodie le fixa froidement. Combien? Pardon? Combien d'argent veux-tu? Gérard parut déstabilisé par cette franchise brutale. Eh bien, environ 200 000 € couvriraient mes dettes les plus urgentes. Mais je peux t'envoyer un décompte détaillé si... 200 000 €, répéta lentement Élodie, incrédule. Tu apparais de nulle part après m'avoir abandonné pendant une décennie et tu me demandes 200 000 €? Ce n'est probablement... C'est rien pour ton ami, insinua Gérard. Un homme comme lui ne remarquerait même pas une telle somme. La porte du salon s'ouvrit à ce moment précis, révélant Alexandre, le visage tendu. « Pardonnez-moi d'interrompre, » dit-il poliment mais fermement. « Je suis Alexandre Valmont. » Gérard se redressa, affichant soudain un large sourire obséquieux. « Monsieur Valmont, quel honneur! Je suis Gérard Moreau, le père d'Élodie. » Il tendit une main qu'Alexandre ignora délibérément. « J'ai entendu la fin de... votre conversation, » dit-il froidement, « et je dois vous demander de partir. » « Écoutez, » tenta Gérard, perdant son sourire, « c'est une affaire de famille. Ma fille et moi. »« Votre fille, » l'interrompit Alexandre, « que vous avez abandonnée et qui a dû travailler pendant des années pour rembourser vos dettes, n'a aucune obligation envers vous. Maintenant, je vous le demande poliment une dernière fois, partez. » Gérard lança un regard suppliant à Élodie. « Tu ne vas pas me laisser à la rue? Je suis ton père, malgré tout. » Élodie sentit une vague de dégoût l'envahir. « Tu as cessé d'être mon père le jour où tu as choisi de disparaître de ma vie. Maintenant, suis le conseil d'Alexandre et va-t'en. » Le visage de Gérard se durcit, toute prétention d'affection paternelle s'évaporant instantanément. « Très bien, je comprends. La petite Élodie est devenue trop importante pour sa famille, maintenant qu'elle a un milliardaire dans son lit. » Alexandre fit un pas menaçant vers lui, mais Élodie posa une main apaisante sur son bras. « Ce n'est pas la peine, » murmura-t-elle. « Il n'en vaut pas la peine. » Gérard ramassa sa veste, mais avant de partir, il lança un dernier regard venimeux à sa fille. « Tu le regretteras, je te le promets. » Lorsque la porte se referma derrière lui, Élodie s'effondra sur le canapé, tremblante d'émotion. Alexandre s'assit à côté d'elle, l'entourant de ses bras protecteurs. « Je suis désolé, » murmura-t-il. « J'aurais dû être plus vigilant concernant la sécurité. »« Ce n'est pas ta faute, » répondit-elle en se blottissant contre lui. «
Il aurait fini par me trouver d'une façon ou d'une autre. Penses-tu qu'il reviendra à la charge? Élodie soupira profondément. Connaissant mon père, il n'abandonnera pas si facilement, pas quand il flaire une opportunité d'obtenir de l'argent. Cette prédiction s'avéra malheureusement exacte. 3 jours plus tard, Élodie reçut une enveloppe sans adresse, ça d'expéditeur. À l'intérieur, une lettre manuscrite de son père et une clé USB. « Ma chère fille », commençait la lettre, « je suis profondément blessé par ton accueil l'autre jour, mais je comprends que les années de séparation ont pu creuser un fossé entre nous. Néanmoins, ma situation financière reste désespérée et je me trouve contraint d'insister. Sur cette clé USB, tu trouveras des photos et documents qui pourraient intéresser grandement la presse à scandale, notamment concernant certaines activités passées de ton cher docteur Valmont lors de ses années à Harvard. » La lettre continuait, exigeant que 250 000 €, la somme avait mystérieusement augmenté, soient déposés sur un compte offshore dans les 72 heures, faute de quoi le contenu de la clé USB serait envoyé à divers médias. Les mains tremblantes, Élodie inséra la clé dans son ordinateur. Ce qu'elle y découvrit la laissa stupéfaite. Des photos d'Alexandre, visiblement plus jeune, en compagnie d'une femme blonde, dans des situations compromettantes. D'autres documents semblaient être des rapports disciplinaires universitaires, mentionnant une relation inappropriée avec une patiente pendant son internat. « Comment a-t-il obtenu tout ça ?» murmura-t-elle horrifiée. La réponse lui vint rapidement. L'appel anonyme sur son répondeur, quelques semaines plus tôt, menaçant de révéler les petits secrets d'Alexandre. Son père ou quelqu'un travaillant pour lui avait manifestement mené des recherches approfondies pour trouver de quoi faire chanter le couple. Élodie éteignit l'ordinateur, l'esprit en ébullition. Devait-elle montrer ces documents à Alexandre? Payer pour acheter le silence de son père? Ou peut-être consulter un avocat? Après une nuit d'insomnie, elle décida finalement d'aborder directement le sujet avec Alexandre. Leur relation était basée sur la confiance et l'honnêteté. Lui cacher quelque chose d'aussi important serait une trahison de ses principes. Alexandre écouta silencieusement tandis qu'elle lui expliquait la situation et lui montrait le contenu de la clé USB. Son visage s'assombrit progressivement, mais à la surprise d'Élodie, il ne semblait pas particulièrement choqué ou paniqué. « C'était à prévoir », dit-il finalement, refermant l'ordinateur portable. « Les tentatives de chantage sont malheureusement monnaie courante dans ma position. Tu n'es pas inquiet pour ces photos, ces documents ?» Il soupira profondément. « Ces photos datent de mes années d'étudiant. La femme était Monica Steiner, ma petite amie de l'époque. Quant aux soi-disant rapports disciplinaires, ils sont grossièrement falsifiés. Je n'ai jamais eu de relation inappropriée avec une patiente, ni à Harvard, ni ailleurs. Alors pourquoi mon père pense-t-il pouvoir nous faire chanter avec ça? Parce que même des accusations fausses peuvent causer des dommages considérables, expliqua Alexandre. Les tabloïds ne s'embarrassent pas de vérifier les faits, et une fois que le doute est semé dans l'esprit du public, il est difficile à dissiper. C'est particulièrement vrai dans le domaine médical, où la confiance est essentielle. Il lui prit doucement les mains. La question n'est pas de savoir si ces documents sont vrais ou faux, mais comment nous allons gérer cette tentative de chantage. « Que suggères-tu » demanda Élodie, soulagée par son calme face à la situation. « Certainement pas de payer, répondit-il fermement. Céder au chantage ne fait qu'encourager davantage de demandes. Je vais contacter mon équipe juridique et de sécurité. Ce n'est pas la première fois qu'il gère ce genre de situation. » Il se leva, l'air décidé. « En attendant, je pense qu'il serait plus prudent d'avancer notre départ pour la Provence. Nous serons plus tranquilles là-bas pendant que mes avocats s'occupent de ton père. » Élodie acquiesça, reconnaissante pour sa réaction posée et pragmatique. « Je suis désolé de t'imposer les problèmes de ma famille. » Alexandre l'attira contre lui, embrassant tendrement son front. « Ne t'excuse jamais pour ça. Nous sommes ensemble, ce qui signifie que tes problèmes sont les miens, et inversement. » 2 jours plus tard, ils s'installaient dans la Bastide provençale, laissant derrière eux le tumulte parisien. Les avocats d'Alexandre avaient envoyé une lettre de mise en demeure à Gérard Moreau, l'avertissant des poursuites pénales qu'il encourait pour tentative d'extorsion et fabrication de faux documents. Malgré la beauté apaisante de leur refuge hivernal, Élodie ne parvenait pas à se détendre complètement. L'idée que son propre père ait tenté de leur nuire de manière aussi calculée la bouleversait profondément. « Pourquoi la vie doit-elle être si compliquée ?» soupira-t-elle un soir, alors qu'ils étaient assis devant la cheminée, savourant un vin chaud.
J'ai parfois l'impression que le destin s'acharne à tester notre amour. » Alexandre contempla les flammes un moment avant de répondre. Peut-être parce que ce qui vaut vraiment la peine doit être défendu. Il se tourna vers elle, son regard reflétant une intensité particulière. « Ces derniers mois, malgré toutes les difficultés, ont été les plus heureux de ma vie, Élodie, parce que tu en faisais partie. » Il glissa sa main dans la poche de sa veste et en sortit un petit écrin en velours bleu nuit. « Ce n'est peut-être pas le moment idéal. Pas comme je l'avais imaginé, mais je ne veux plus attendre. » Le cœur d'Élodie sembla s'arrêter lorsqu'il ouvrit la boîte, révélant une bague sertie d'un saphir entouré de petits diamants, simple mais élégante, à l'image de leur relation. « Élodie Moreau, » dit-il en s'agenouillant devant elle, « veux-tu m'épouser ? Pas parce que c'est facile ou confortable, mais parce que nous avons prouvé que notre amour pouvait survivre aux tempêtes. » Les larmes aux yeux, incapable de parler, elle hocha vigoureusement la tête avant de se jeter dans ses bras. « Oui », parvint-elle finalement à articuler entre deux sanglots de joie. « Oui, 1000 fois, oui !» Il lui passa la bague au doigt, puis l'embrassa avec une tendresse mêlée de passion. Dans ce moment parfait, tous leurs problèmes semblaient soudain lointains, insignifiants face à la force de leur amour. Ce qui avait commencé comme une simple consultation médicale s'était transformé en une histoire d'amour digne d'un conte de fées moderne, avec ses hauts et ses bas, ses épreuves et ses triomphes. Mais contrairement aux contes qui s'achèvent généralement sur un « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants », leur histoire à eux ne faisait que commencer. Car le véritable amour n'est pas une destination, mais un voyage. Et malgré toutes les incertitudes qui les attendaient encore, l'opération d'Élodie, les menaces potentielles de son père, les défis inévitables d'une vie sous les projecteurs, ils étaient désormais certains d'une chose. Quelles que soient les tempêtes à venir, ils les affronteraient ensemble. 2 ans plus tard, le soleil de juin baignait la Bastide provençale d'une lumière dorée, tandis que les champs de lavande ondulaient doucement sous la brise estivale. Sur la terrasse ombragée, Élodie Valmont, née Moreau, contemplait ce paysage familier avec un sentiment de profonde gratitude. Tant de choses avaient changé depuis cette froide soirée de décembre où Alexandre lui avait demandé sa main. L'opération pour son endométriose s'était bien déroulée, arrêtant la progression de la maladie et préservant une partie de sa fonction ovarienne. Les ovocytes qu'elle avait fait conserver restaient une option pour l'avenir, mais pour l'instant, elle et Alexandre avaient décidé de profiter pleinement de leur vie à deux. Leur mariage, célébré 6 mois après les fiançailles, avait été l'événement mondain de l'année, malgré leur souhait initial d'intimité. Face à l'intérêt médiatique inévitable, ils avaient finalement opté pour une cérémonie somptueuse mais authentique, entourée de leurs proches et de quelques figures publiques qu'ils considéraient comme de véritables amis. Catherine, la mère d'Alexandre, était devenue pour Élodie une confidente précieuse et un soutien indéfectible. Même Nicolas, après des mois de réserve, avait fini par accepter pleinement leur union, reconnaissant l'influence positive qu'Élodie avait sur son frère. Quant à Gérard Moreau, il avait disparu de leur vie aussi soudainement qu'il y était réapparu, après que les avocats d'Alexandre eurent découvert ses multiples activités frauduleuses et menacé de porter l'affaire devant la justice. Le chantage n'avait jamais été rendu public, reste un secret bien gardé entre eux et leur cercle le plus proche. Professionnellement, Élodie avait trouvé sa voie. Avec l'encouragement d'Alexandre et un investissement initial, elle avait créé sa propre agence de design spécialisée dans l'identité visuelle pour les organisations caritatives et les entreprises sociales. Son travail pour la Fondation Valmont lui avait valu une reconnaissance dans le milieu, et son agence employait désormais une dizaine de jeunes talents prometteurs. Alexandre, fidèle à sa double vocation, continuait de partager son temps entre la direction de Valmont Industries et la pratique médicale, bien que ses consultations soient désormais limitées à une journée par semaine et principalement consacrées aux femmes défavorisées qui n'auraient pas les moyens de consulter ailleurs. « À quoi penses-tu » demanda-t-il en la rejoignant sur la terrasse, 2 verres de limonade fraîche à la main. Élodie sourit en acceptant son verre. « À tout le chemin parcouru, à la fille timide que j'étais, quand j'ai poussé la porte de ton cabinet pour la première fois. » Il s'assit à côté d'elle, prenant sa main dans la sienne. « Tu sais, je me souviens parfaitement de ce jour. Tu étais si nerveuse, si vulnérable. Et pourtant, il y avait en toi une force, une authenticité qui m'a immédiatement touché. Qui aurait cru que cette consultation mènerait à tout ça ?» dit-elle en désignant d'un geste la bague à son doigt, la Bastide,
leur vie commune. Certainement pas moi, admit-il avec un sourire. J'étais censé être un professionnel détaché, et pourtant je ne pouvais m'empêcher de penser à toi après ton départ. Élodie posa sa tête sur son épaule, savourant la familiarité de son parfum, la chaleur de sa présence. Parfois, je me demande si tout cela est réel, si je ne vais pas me réveiller dans mon petit appartement, seul, et réaliser que tout n'était qu'un rêve trop beau. Il embrassa doucement ses cheveux. Bien réel, je t'assure. Avec son lot de difficultés, certes, mais aussi avec tout ce bonheur que nous construisons jour après jour. Ils restèrent ainsi un moment, dans un silence confortable, contemplant le paysage provençal qui s'étendait devant eux. Le téléphone d'Alexandre vibra soudain, interrompant ce moment paisible. Il consulta l'écran et son visage s'illumina d'un sourire. « C'est de la clinique », annonça-t-il avec excitation. « Les résultats sont arrivés. » Élodie se redressa, soudain tendue. Après 2 ans de suivi médical rigoureux, ils avaient récemment entamé des démarches pour une fécondation in vitro, utilisant les ovocytes conservés avant son opération. « Alors ?» demanda-t-elle, le cœur battant. Alexandre lut attentivement le message, puis leva les yeux vers elle, des larmes de joie brillant dans son regard. « 3 embryons viables, mon amour. 3 possibilités de fonder notre famille. » Un sanglot de bonheur échappa à Élodie, tandis qu'elle se jetait dans ses bras. Ce n'était pas encore une garantie de grossesse réussie, ils le savaient tous deux, mais c'était un pas de plus vers ce rêve qu'ils chérissaient. « Je t'aime », murmura-t-elle contre son cou. « Je t'aime tellement. »« Je t'aime aussi », répondit-il, en la serrant fort contre lui, « plus que je ne saurais l'exprimer. » Au loin, le soleil commençait sa descente vers l'horizon, peignant le ciel de teintes roses et orangées. Une nouvelle page de leur histoire s'écrivait, pleine de promesses et d'espoir. Car c'était là la beauté de leur amour, né dans les circonstances les plus improbables, testé par les épreuves les plus difficiles, il ne cessait de grandir, de s'approfondir, devenant chaque jour plus fort, plus résilient. Pour Élodie, qui avait un jour franchi avec appréhension la porte d'un cabinet médical, la vie avait pris un tournant inattendu mais merveilleux. Elle avait trouvé non seulement un médecin attentif à ses maux, mais un partenaire attentif à son âme. Et dans ce monde souvent cynique, où l'on ne croit plus guère aux contes de fées, leur histoire rappelait que parfois, juste parfois, les rêves les plus fous pouvaient devenir réalité. Chers lecteurs, j'espère que vous avez apprécié cette histoire d'amour entre Élodie et Alexandre. Si elle vous a touché, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits tout aussi émouvants. Merci infiniment pour votre fidélité et votre soutien qui m'encouragent à continuer de partager ces histoires avec vous. À bientôt pour de nouvelles aventures romanesques.